Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un nouveau Balance ta science. Je m'appelle Robin Isnard, je suis très heureux comme d'habitude d'être avec vous ce soir en ce lundi 29 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée aujourd'hui, malgré le fait que ce soit un lundi, début de semaine. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il est parfois difficile de se concentrer en fin de journée, en particulier les lundis, mais j'espère qu'il vous reste quand même un petit peu d'énergie pour le sujet de ce soir, qui est peut-être quelque chose qui finalement vous est familier si vous connaissez des gens qui sont concernés par le sujet en question. On va en parler dans quelques instants. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux. Avant qu'on commence, je fais toujours un petit speech à propos de ma chaîne et de l'émission. Mais avant toute chose, je voudrais remercier déjà deux personnes. D'une part, GetBenzen, merci énormément pour le raid qu'il a fait en tout début d'émission pendant le waiting screen. Je crois qu'il est parti depuis, mais merci beaucoup à lui et bienvenue à la communauté de GetBenzen, bienvenue à vous. Merci à ceux qui sont restés là. On part sur une soirée de type vulgarisation scientifique, puisque c'est une chaîne de vulgarisation, et vous allez voir, je ne serai pas seul, puisque dans cette émission qui s'appelle Balance ta science, on explore des sujets grâce à des invités, des experts de sujets qui viennent nous apprendre des choses de manière vulgarisée grâce à un échange qu'on a et des questions que vous pouvez avoir. J'ai vu qu'il y en avait déjà une dans le chat, ne vous inquiétez pas, on répondra à un maximum de questions, on essaiera de répondre à toutes vos questions, mais on abordera le sujet dans quelques instants. Je vous présenterai l'invité. Donc premier remerciement déjà GetBenzen et la communauté de GetBenzen, merci à vous, merci d'être là. Et deuxième remerciement, Efficience qui a claqué un resub, merci énormément Efficience pour ton soutien. Je voulais également remercier au passage les derniers follow sur la chaîne. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, la chaîne progresse à son rythme, doucement mais sûrement, merci d'être toujours là, toujours au rendez-vous, toujours présent, toujours debout. Vous êtes déjà plus d'une trentaine sur le live, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Merci d'être là pour cette soirée. On continue comme d'habitude sur notre lancée les Balances ta science avec cette fois-ci un sujet plus orienté autour de la bio et un sujet qui, comme je le disais un petit peu au début, peut-être vous parler puisque ça va être autour du cancer et plus particulièrement de la leucémie. Voilà, un sujet un petit peu dur, difficile peut-être pour certains, difficile d'un point de vue sentimental, émotionnel. On va essayer de répondre comme je disais, à un maximum de questions pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est que cette maladie, les traitements qui existent, les limites justement au traitement, parce que ça va être ça, une des grosses problématiques, de voir pourquoi aussi on a du mal aujourd'hui à combattre ce type de cancer. Mais voilà, je vais pas plus en parler parce que c'est pas du tout mon sujet et que je risque de dire des bêtises. On va avoir quelqu'un qui va être expert pour nous décrire en détail de quoi il s'agit. Et voilà, donc on pourra toucher à la fois au sujet mais aussi un petit peu alentour. Enfin, disons qu'avec la culture générale qu'a mon invité, on pourra probablement essayer de répondre à d'autres questions en périphérie. Tout dépend, on verra. Mais n'hésitez pas. Dans tous les cas, cette émission Balance ta science se veut interactive, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat. J'essaierai de les poser au moment opportun à notre invité pour qu'on puisse avoir une discussion intéressante et enrichissante pour tout le monde. Voilà, après s'il y a trop de questions, ça va être peut-être un petit peu plus difficile de pouvoir toutes les poser, on verra, on se laissera guider. C'est une émission qui est assez peu scriptée finalement, même si on part d'une thématique, on ne sait jamais trop où on va, disons qu'on essaye d'explorer un sujet, mais je compte sur vous pour poser les questions et faire en sorte que comme ça vous avez les réponses que vous voulez. C'est ça l'avantage de poser les questions, c'est qu'au moins l'émission quelque part vous appartient en un certain sens. Merci beaucoup, merci Sinoshi, je viens de voir que tu as resub, merci énormément, ça fait 3 mois d'affilée que tu subs et que tu soutiens la chaîne, merci beaucoup pour ton 3e mois. Donc c'était au 4e mois là je crois, si je dis pas de bêtises. Donc merci beaucoup pour ton soutien. Voilà, j'ai désactivé le son des alertes volontairement parce que on va ce soir, comme je l'ai dit, être en présence d'un invité et l'objectif c'est qu'on laisse un petit peu de place à la discussion et aux échanges. Donc voilà, je vais pas remercier toutes les personnes qui sont présentes dans le chat parce que vous êtes vachement nombreux, mais en tout cas merci encore une fois d'être là, d'être au rendez-vous.
Je vois que Flatbed Poker a déjà plein de questions. Si on oublie de prendre et de répondre à tes questions, n'hésite pas à les reposer. Il n'y a aucun problème, c'est le genre de questions qu'on va justement aborder. Voilà, je voudrais également remercier d'avance les modérateurs. Je vois que Germain Elvis est présent, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok, donc ce soir, vous l'avez vu, je l'ai un petit peu abordé le sujet autour du cancer. Je vais pas plus tarder, je voulais juste vous rappeler l'existence de plusieurs serveurs Discord me concernant. Si vous voulez soutenir la chaîne et le projet, tout ce qu'on prend, l'émission de manière globale, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, mais aussi sur des serveurs Discord. Il y a mon serveur Discord de la communauté qui existe. Donc serveur Discord tout ce qu'on prend, mais il y a également le serveur Discord PogScience qui est un rassemblement de vulgarisateurs qui vous propose des lives sur Twitch. Donc voilà, pas mal de choses à découvrir de ce côté là. Donc voilà, petit instant de promo avant qu'on commence. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, j'ai jamais des milliards de choses à dire. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aborder le sujet de ce soir qui va nous être présenté par Gaël Fortin. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Gaël, ça y est, tu es là, tu es présent, tu es avec nous. Il y a eu des applaudissements pour de vrai, ce n'est pas une blague. Comment tu vas? C'est gentil. Très bien, et toi? Je suis très content d'être là. Bah, de même, moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois venu. En plus, je sais plus comment ça s'est fait, mais oui, je crois qu'il me semble que tu étais volontaire. Initialement, c'était toi qui étais. De longue date. De longue date que tu avais toqué à ma porte en disant hey, ça pourrait me faire plaisir de participer. Alors, Gaël, pour te présenter un petit peu, tu as une carrière dans les sciences, tu es scientifique, comme beaucoup de gens qui passent sur cette chaîne, mais en plus de ça, tu es en thèse, tu es doctorant. Tu as eu une carrière autour de la biologie et plus particulièrement de la génétique, puisque après un bac S, tu as enchaîné la licence, une licence à Rennes de génétique, et tu as fait la L1 et la L2, mais tu n'as pas fait une L3, tu t'es orienté après vers un magistère du coup. Le magistère qui est cette formation un peu particulière qui comprend 3 années en fait, qui correspond à la L3, au M1 et au M2, donc une sorte de fin de licence et master ça, oui. dans le domaine de la génétique. Et ensuite, tu as eu l'occasion d'avoir plusieurs expériences professionnelles aux États-Unis, dans différents laboratoires, et qui t'a permis de voir un petit peu mieux là où tu voulais faire justement tes recherches, parce que la recherche, finalement, c'est un domaine qui te plaît, puisque tu as enchaîné sur une thèse dans l'Institut de recherche Saint-Louis, qui se situe à Paris, dans l'équipe de Hugues de T, l'équipe pathologie moléculaire pour être plus précis. Voilà, je pense avoir fait le tour de ma petite fiche, mais en fait, je vais quand même te poser une question. Comment t'en es venu à faire cette thèse? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que c'était un choix personnel que tu savais depuis longue date que tu voulais faire de la recherche, ou est-ce que c'est un petit peu un concours de circonstances? Tu peux revenir un petit peu sur ta vie sur la partie recherche, déjà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis le lycée. En fait, j'ai toujours voulu faire des sciences. Et en fait, au collège, je me suis dit, ce serait bien d'être médecin. Donc, j'étais parti pour faire les études de médecine. Et en première, j'ai fait un projet de recherche avec mes professeurs de biologie, enfin de SVT et de maths. On avait un projet avec toute la classe, en fait. Et on a fait de la biologie. On a travaillé sur le phytoplancton et on a présenté des concours. On a présenté 2 concours comme ça pour les lycéens. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir avoir cette question, d'aller interviewer des gens, de mener des expériences. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux pas être médecin, je veux faire de la recherche. D'accord. Et du coup, ma prof de études m'avait dit, pour faire de la recherche, c'est licence, master, doctorat. J'ai fait, bon, c'est parti, on y va. Ouais. Et du coup, j'ai suivi la voie jusqu'en thèse aujourd'hui. Ok, une thèse du coup qui est sur le sujet de la leucémie qu'on va du coup aborder ce soir. Mais on va être un peu plus général. Je préfère rappeler aussi aux gens que même si on se focalise sur un sujet, avec le background que tu as, le bagage scientifique de culture générale, tu peux aussi parler de manière un peu plus globale de ce que c'est que le cancer par exemple. Voilà, aujourd'hui on va pas
même si tu fais une thèse sur le sujet, je préfère prévenir d'avance, on va peut-être pas rentrer autant dans le détail de ton sujet de thèse, mais plutôt aborder la surface et on va privilégier les questions que peuvent avoir les gens au sujet de cette maladie et des choses, des aspects qui les concernent eux ou leur famille éventuellement. Je voulais aussi rajouter te concernant que tu t'intéresses à la communication scientifique et même la communication en général, puisque tu fais des interventions dans des lycées et tu tiens également un podcast pour aider à travailler quelque part, tu donnes des conseils Oui. de travail, d'organisation pour se mettre à développer des projets par exemple. Tu peux en parler un petit peu de Ouais, ce c'est podcast ça. qui s'appelle 3,9 du coup. Là, j'ai mis Ouais. vous avez toutes les adresses au-dessus de ma tête. Oui. Super. Alors en fait, c'est un podcast que j'ai lancé il y a pas très longtemps au final. J'ai lancé ça en août de cette année. Ouais. Et en fait, c'est issu de plein de conseils, de plein de lectures, de plein de connaissances au final qu'on m'a donné et qu'après j'ai transmis à des gens qui m'ont dit mais attends, mais ça, pourquoi est-ce que personne ne me l'a dit avant? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de cours sur ça? Pourquoi est-ce que ils nous ont saoulés avec telle thématique et tel domaine alors qu'en fait on aurait pu apprendre ça, etc. Et donc je me suis dit que tous ces trucs-là, ces conseils sur l'organisation, sur la gestion de projet, sur le choix de ses objectifs, tout ça en fait, ce serait bien que je puisse les transmettre à des gens. Et donc j'ai créé ce podcast 3,9. Et il y a même un site internet qui s'accompagne qui s'appelle Smart Jeune, Oui. où il y a toutes ces thématiques-là et même un peu plus à venir dans les mois qui viennent. Smart Jeune, c'est ton site qui regroupe tes projets en fait, c'est ça un petit peu, Voilà, c'est dont ça qui le regroupe un peu podcast. tous ces projets autour de cet univers, dont le podcast. Tout à fait. Ok, ça marche. Et donc, c'est toutes les 2 semaines que tu sors un podcast sur cette thématique-là. Un podcast qui est relativement court, parce que souvent, par podcast, on s'attend à avoir des formats d'une demi-heure, 1 heure, mais là, c'est plutôt des émissions de quelques minutes, allant de 5 à 10 minutes à peu près, de ce que j'ai pu voir. Et dans lesquels du coup en fait c'est assez rapide de consommation entre guillemets, parce que moi je sais, enfin d'un point de vue consommateur, il y a une époque j'écoutais beaucoup de podcasts parce que ça me permettait voilà de passer du temps quand j'avais dans les transports par exemple, mais aujourd'hui j'en écoute beaucoup moins à cause de la durée, mais s'il y a des podcasts qui sont courts comme les tiens justement, c'est un avantage aussi pour quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est question effectivement de Germain-Louise, pourquoi 3,9? Alors 3,9, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le nom du podcast. En fait, 3,9, c'est le nombre d'années d'études supérieures qu'on fait en moyenne dans les pays développés, les pays du Nord. Et en fait, ça représente un peu cette idée on fait quasiment 4 années d'études, en Europe notamment, et pourtant il y a plein de trucs qu'on nous a jamais appris, et qui sont essentiels, et qui vont nous servir pas juste dans un métier, dans le métier pour lequel on est formé. Ouais, des conseils de vie globale, quoi, enfin C'est ça, pour le travail, ouais. Ok. Yes, ça marche. Bon, bah merci pour cette petite présentation. Voilà, je te propose qu'on rentre directement au cœur du sujet. Encore une fois, je m'adresse aux viewers, n'hésitez pas à communiquer, à faire de l'animation dans le chat, que ce soit en faisant des blagues, évidemment, les blagues sont autorisées, les débats également, tant que ça respecte les règles du live. Je rappelle qu'il y a des commandes pour afficher les règles, elles sont même inscrites finalement, ces fameuses règles en dessous du stream. Dans tous les cas, les modérateurs veillent au grain, en particulier Germain Elvis. Non, mais blague à part, là où je vais vous encourager, c'est plutôt voilà, poser des questions, comme a pu déjà le faire un de nos viewers, pour pouvoir faire un petit peu d'interaction et rendre vraiment cette émission pour vous, quoi. Donc la leucémie, déjà un mot que moi personnellement je connaissais de nom, mais en fait souvent il y a un autre mot qui est associé à la leucémie, c'est le cancer. Et en fait je ne savais même pas que la leucémie, c'est toi qui me l'as dit en off quand on a préparé un petit peu l'émission, que la leucémie était une forme de cancer, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. C'est une forme de cancer. En fait, quand on dit souvent le cancer, mais c'est un gros abus de langage, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de cancers. Il y a des cancers du poumon, des cancers du sein, des cancers de l'utérus, des cancers du cerveau, à peu près de tous les organes, entre guillemets, et tout ce qui correspond, tout ce qui est lié au sang, à notre système immunitaire, à nos défenses, bien, ça peut aussi aboutir à un cancer. Et quand on parle de leucémie, en fait, on parle de cancer de tout ce qui touche au sang. D'accord. Donc, c'est très très vaste quand même, mais c'est déjà plus restreint que le cancer. C'est déjà une sous-catégorie de cancer.
Ouais, parce que moi, à la base, le cancer, je l'associais forcément à un organe. Et donc, parler d'un cancer du sang, pour moi, ça paraît pas normal. Enfin, qu'est-ce que c'est Ouais, un ouais, ça cancer paraît pas lié logique pour au beaucoup de gens. fluide qui traverse notre corps? Mais d'accord. Est-ce que on peut rappeler ou même définir, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le cancer, en fait. Comment t'expliquerais le cancer? Alors, Sans que ça c'est, prenne c'est- 2 heures. sans que ça prenne des... on peut faire une définition très simple, mais qui répond pas à la question, en fait. Ah, Un cancer, c'est une prolifération incontrôlée de cellules. ouais. Voilà. En fait, c'est ça la définition simple d'un cancer. Un cancer, c'est un groupe de cellules qui, d'un coup, dans le corps, vont se mettre à grossir, à se diviser, à être de plus en plus nombreuses, sans que aucun des systèmes de notre corps qui nous protège contre ce genre de problème ne soit suffisant, ne puisse contenir le problème. D'accord. En fait, les mécanismes qui sont censés contrer ça n'arrivent pas à marcher ou ne fonctionnent Il plus fonctionne ou plus. voilà. Donc C'est ça. Il fonctionne plus, ou alors le cancer a trouvé, les cellules ont déjà trouvé une façon de contourner le problème, de l'empêcher de fonctionner, etc. d'accord. Et donc ces cellules prolifèrent. Et tout de suite, moi, je pense à la cause de ça. Qu'est-ce qui provoque cette prolifération? Est-ce que c'est quelque chose presque d'aléatoire qui est incontrôlé, ou est-ce qu'il y a un élément extérieur qui va venir provoquer ça, le cancer? Alors en fait, il y a deux. Alors il y a des cancers pour lesquels on ne sait pas. D'accord. Voilà, honnêtement, il y a des cancers. Par exemple, pour les leucémies, la plupart du temps, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi est-ce que soudainement on va avoir ce problème. Pourquoi est-ce que soudainement les cellules vont devenir, vont réagir comme ça. De manière globale, on a deux types de causes. Il y a d'abord les causes génétiques, donc tout ce qui touche à notre ADN, Mhm. à notre information génétique. Et donc parfois, il y a des personnes qui ont déjà des modifications de leur information génétique. Et donc ces modifications-là ne vont pas causer des cancers, mais elles vont promouvoir l'arrivée d'un cancer. C'est-à-dire que c'est un peu déjà, on met le pied dans la porte, et donc la porte est un peu entrouverte, et du coup on augmente les risques de cancer. D'accord. L'exemple le plus frappant, c'est les patients, surtout les femmes, qui ont des mutations dans ce qu'on appelle BRCA1 et BRCA2. On entend parfois parler, donc il y a des personnes célèbres, par exemple Ouais. Angelina Jolie, pardon, dans sa famille qui a beaucoup ces problèmes-là. Donc en fait, c'est des mutations, ce sont des altérations qui se transmettent de De parents à génération enfants. en Et génération. donc, c'est ça. Et qui sont liés principalement au cancer du sein et au cancer de l'utérus pour le cas de BRCA1 et BRCA2. Alors BRC1, c'est quoi? C'est le nom de la mutation? Non, c'est quoi en C'est fait? le nom du gène. Le nom Alors, c'est du le nom du gène. gène. Donc Voilà, c'est le gène BRCA1. faut rappeler, Alors, un c'est une gène, fraction de l'ADN en gros, c'est ça? exactement, c'est un morceau d'ADN. Enfin, on peut considérer que c'est un morceau d'ADN et en fait, c'est un bout de D'accord. notre information génétique. C'est un bout de l'information qui va dire, bon, bah alors, il y a un gène qui va dire, bon, bah, tu as les cheveux bruns, tu as les yeux de telle couleur, tu es plutôt grand, tu es Ouais. plutôt petit, etc. C'est très très compliqué, hein. Mais résumé simplement, voilà ce que c'est. Et Oui, donc, il y oui. a un de ces gènes, BRCA1, qui peut être parfois altéré. Ok. Et cette mutation de ce gène-là offre un terrain, on va dire, un peu favorable un début de cancer, quoi, à la prolifération Exactement. de ces cellules. Ok. C'est Bah, ça. je fais une petite parenthèse pour remercier Attends, à chaque fois Darkificial, pardon, excuse-moi pour le nom. Merci beaucoup pour ton raid. Merci énormément. Il y a 41 personnes qui viennent de nous rejoindre dans le live, donc merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Vous venez juste d'arriver au tout début de l'émission. Donc je fais une rapide présentation. Tout ce qu'on prend, une chaîne de vulgarisation scientifique où il y a plein de formats différents que je vous présente toutes les semaines. Mais ce soir, on fait un balance ta science, c'est-à-dire qu'on invite quelqu'un qui sait des choses, un expert d'un sujet, qui vient nous parler justement d'un sujet qui est pas un sujet très rigolo ce soir, puisqu'on va parler, on est en train de parler en fait du cancer, et plus particulièrement on va s'orienter vers le cancer, enfin les cancers du sang que sont les leucémies. On verra qu'il y en a plusieurs en plus. Donc voilà, on va essayer de rester quand même assez général, et on vous encourage à poser un maximum de questions qui peuvent vous intéresser sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet assez dur, c'est vrai, mais justement, c'est aussi très important qu'on communique dessus et qu'on mette les points sur les i et qu'on apporte des précisions, des explications sur cette maladie et aussi les traitements qui existent et la difficulté des traitements. Voilà. Donc merci énormément encore une fois. Darkificial, merci beaucoup pour le raid. J'espère que ça s'est bien passé le live. N'hésitez pas à dire ce que vous avez fait juste avant de venir, et bienvenue à tous. On était juste en train de parler, de définir un petit peu ce que c'était que le cancer. Donc tu l'as dit, une prolifération de cellules, c'est-à-dire que nos cellules se mettent d'un coup à se démultiplier de manière un peu incontrôlée et à être en très grand nombre.
Et le problème, c'est qu'en étant très nombreuses, en fait, elles vont un peu foutre en l'air le fonctionnement de notre organisme. Exactement. Mm. Et donc moi, j'avais posé la question, mais du coup, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est comme ça? Enfin, est-ce que c'est un peu aléatoire ou est-ce que c'est provoqué par quelque chose? Bah, tu as dit que c'est compliqué parce que ça dépend des types de cancers qu'on regarde. Il y a des fois, on ne connaît pas la raison qui a provoqué le cancer. Et des fois, on sait, enfin maintenant, on devine que il peut y avoir des raisons génétiques, c'est ce que tu expliquais, dans le sens où il y a des gènes, donc des fractions, des portions d'ADN qui, quand ils sont mutés, ces gènes, eh bien, favorisent, on va dire, la probabilité qu'on puisse développer un cancer au cours de notre vie. Et donc voilà, il y a certaines personnes dans la population qui peuvent avoir ces gènes mutés, qui, malgré le fait qu'ils ont ces gènes, ils peuvent vivre presque toute leur vie. C'est juste la probabilité qui est augmentée, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont absolument avoir un cancer. Heureusement. Et heureusement. Et donc, du coup, comme ils vivent leur vie tranquillement, et après, en faisant des enfants, ils passent les gènes à la génération suivante, et si le gène reste muté tel qu'il est, du coup les enfants peuvent aussi avoir le risque d'avoir un cancer. Donc voilà, il y a aussi un aspect génétique à prendre en compte dans les causes des maladies. Mais il peut y avoir des causes extérieures aussi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est une pièce à deux faces. Il y a cette face génétique, et puis aussi la face environnementale. C'est quelque chose qui, au final, qui est extrêmement important. C'est tout ce qui nous entoure, tout notre environnement qui va d'une façon ou d'une autre agir sur notre corps et qui peut causer les cancers. Il y a un exemple symbolique que tout le monde connaît, en fait, plus ou moins, c'est le cancer du poumon, qui est fortement, dont le risque est très très fortement augmenté pour les personnes qui fument. C'est pour ça qu'il y a toute cette prévention autour de la consommation de tabac, parce que fumer tue littéralement, malheureusement, puisque fumer augmente très 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 fortement le risque de développer un cancer du poumon qui, dans beaucoup de situations, se soigne mal. Et donc là, sur ces facteurs environnementaux, c'est tragique, malheureusement, donc tous ces facteurs qui jouent, mais ça veut aussi dire que ce sont des éléments sur lesquels on peut jouer. Parce qu'on ne peut pas jouer on n'a aucun contrôle sur le fait d'avoir reçu telle modification de l'ADN de son père ou de sa mère. Par contre, sur le fait d'avoir des comportements ou d'être soumis à des facteurs comme l'alcool, comme la cigarette, par exemple, qui au final vont nous impacter et augmenter les risques de développer les cancers, là-dessus, on a un contrôle. Ok, ouais. Donc, on n'est pas condamné à avoir des maladies. Disons qu'on peut déjà, dans notre comportement, diminuer les risques, on va dire. Peut-être pas les annuler complètement, parce que le risque zéro n'existe pas, mais au moins de faire en sorte d'avoir moins de chances d'en attraper un. Il y avait justement une question, la toute première question du stream qui avait été posée par Flatbed Poker il y a un petit moment déjà, qui demandait justement si les maladies liées au cancer augmentaient durant ces 20 dernières années. Est-ce que globalement il y a une progression? Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont des cancers? Après, moi, il faut voir aussi en fonction de l'évolution de la population, parce que j'aurais tendance à dire, plus il y a d'êtres humains sur la planète, forcément plus il y a de gens aussi atteints de cancer, parce qu'on est plus nombreux. Donc je ne sais pas, rapporter à l'évolution de la population mondiale, je ne sais pas si ce nombre augmente ou pas finalement. Alors, on peut effectivement subdiviser, dire par exemple combien il y a de personnes qui ont un cancer par 1000 habitants. Donc, on peut éliminer un peu ce facteur-là. Il y a de plus en plus de gens, oui, parce qu'il y a de plus en plus de population. Si on rapporte du coup sur 1000 personnes, alors il y a eu une augmentation très très importante entre les années 50 et les années 2000, principalement parce que c'est pendant ces périodes-là que la consommation de tabac et d'alcool a fortement augmenté. D'accord. Surtout de tabac. Et donc, par exemple, l'incidence des cancers du poumon chez les femmes a explosé dans les années 50, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où les femmes ont commencé à de plus en plus fumer. Donc, il y a eu une augmentation. On est heureusement arrivé à un moment où, en ce moment, on a un plateau. Mais les prévisions, malheureusement, annoncent une augmentation du nombre de cancers. Et donc, en fait, c'est une des seules catégories de maladies mortelles qui n'est pas en recul. Toutes les maladies cardiovasculaires sont en recul, par exemple, mais pour le cancer, malheureusement, pour les cancers, il n'y a pas de recul. Et ça stagne et ça risque même d'augmenter tout simplement parce que notre population vieillit. Les pays développés vieillissent de plus en plus, on vit de plus en plus âgé, et en fait, un des facteurs de risque très importants dans le développement des cancers, c'est l'âge. Plus on vieillit et plus on a de risque de développer un cancer. Et c'est pour ça que la plupart des personnes qui ont des cancers autour de nous, ce sont des personnes qui sont plus ou moins âgées. C'est extrêmement variable, évidemment, mais globalement, c'est plutôt avec l'âge.
Ok, ok, ok. Donc en fait, ça risque pas de s'améliorer parce qu'en fait, avec la longévité, on a ce risque accru de dérèglement en fait de notre organisme parce que c'est une forme de Oui. dérèglement. D'accord. Ce sur quoi on peut jouer, c'est plutôt c'est les facteurs environnementaux, encore une fois. Oui. Et le cœur du problème dans une population qui vieillit, c'est d'essayer de diagnostiquer les cancers plus tôt. Oui. Si on diagnostique un cancer plus tôt, on a plus de chances de le soigner parce qu'il est moins grave. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tests qui sont mis en place. Donc, par exemple, au-dessus de 50 ans, maintenant, il y a les tests pour le cancer colorectal. Il y a des tests également pour les cancers du sein, pour les femmes qui vieillissent. Donc, en fait, l'idée, c'est de mieux prévenir pour mieux guérir, en fait, tout simplement. Ok, oui, ça parle de conditions environnementales avec, à un moment, ça a parlé des pesticides ou la Exactement, c'est pollution aussi un problème. aussi, c'est ça, Mhm. ça peut jouer. Euh, je sais pas si il y a Solovins qui parle de Tchernobyl dans le chat, je sais pas si ça a eu un impact sur les Alors, ça, populations c'est. directes, oui, mais après, Oui. hmm, Alors en France, par exemple, il y a pas de, c'est difficile à mesurer. Par exemple, ouais, par contre, autour de la zone de Tchernobyl, oui, clairement, il y a eu une augmentation, mais immense des nombres enfin, de la proportion de cancers suite à Tchernobyl. d'accord, ok, Et ok, pour les pesticides, c'est la même chose. C'est des effets qui sont plus difficiles à mesurer, mais effectivement, quand on regarde certaines populations qui sont plus exposées, tout simplement les agriculteurs par exemple, ou les vignerons, eh bien là, oui, il y a clairement davantage de maladies, notamment de cancer. ok. Et le cancer, ça fait partie des maladies qui sont les plus mortelles. Je me rends pas compte, ça fait partie des. euh, Alors c'est extrêmement variable, mais globalement, oui, je pense qu'on est à peu près. Alors c'est c'est très grossier ce que je vais dire, hein, mais à 50-50 à l'heure actuelle, entre hmm, le nombre de personnes qui vont survivre guérir d'un cancer et ceux qui ne vont pas guérir d'un cancer. d'accord. Euh, Sachant que c'est vraiment extrêmement variable, parce qu'il y a des dizaines de cancers, chaque patient est différent, chacun a son âge, ses facteurs génétiques, l'environnement autour de lui, etc. Ok, je fais Donc c'est encore très variable. je fais encore une parenthèse. Merci beaucoup. C'est maintenant c'est le troisième raid qu'on reçoit. On enchaîne. Merci énormément. Merci pour le soutien. C'est Monsieur Phi qui a envoyé sa communauté. Merci énormément pour le raid. Je crois que vous étiez en train de faire du montage vidéo. J'espère que ça s'est bien passé en tout cas. Donc Monsieur Phi qui n'est plus à présenter, vulgarisateur de son état de philosophie sur YouTube. J'espère que le live était cool de votre côté. Ce soir, donc pour vous présenter un petit peu ma chaîne très rapidement parce que je l'ai déjà fait. Tout ce qu'on prend en chaîne de vulgarisation scientifique. Ce soir, on fait un Balance ta science. C'est une émission spéciale où on invite un expert d'un sujet. Ici, un doctorant, Gaël Fortin, qui travaille sur le cas de la leucémie, une forme de cancer qu'on va avoir le temps de présenter un peu après. Et voilà, on était encore au niveau de l'introduction où on expliquait ce que c'était grossièrement qu'un cancer, donc cette prolifération de cellules qui va venir dérégler notre organisme, et on essayait de comprendre d'où venaient les cancers, donc ça dépend de quel type de cancer on parle, c'est relativement compliqué, mais qui avait quand même un effet à la fois génétique, enfin il peut y avoir certains gènes qui favorisent le développement de cancer, et aussi des conditions environnementales en fonction de ce que vous faites au cours de votre vie, si vous êtes soumis à certains facteurs comme la pollution ou la cigarette ou même peut-être le stress. D'ailleurs, souvent, je sais pas, est-ce que c'est... J'ai l'impression que la liste est assez grande en fait, la liste des éléments extérieurs qui peuvent causer le cancer aussi. Je sais pas si est-ce qu'on pourrait attribuer ça aussi à un mode de vie de nos sociétés modernes où il y a beaucoup de stress, où Complètement. il y a beaucoup de... Ouais, il y a Alors vraiment... c'est une très bonne observation. Oui, notre mode de vie actuel favorise le développement de cancer parce que on est dans un mode de vie effectivement qui est globalement stressant. On vit pour la plupart d'entre nous dans des villes. Qui dit ville dit pollution. Donc déjà voilà, il y a un risque ici. Et puis aussi on a notre mode d'alimentation. Actuellement, notre mode d'alimentation, c'est un des facteurs qui a le plus de poids. D'accord. Donc ça veut dire que notre alimentation, si elle n'est pas saine, si elle n'est pas équilibrée, tout ce qui est fast-food, junk food, etc., ça a un impact énorme sur notre santé, notamment sur le risque de développer des cancers. C'est pas négligeable. Ok, ok, ok. Donc, ouais, y a pas mal de choses. Oui, la viande rouge, souvent on entend parler de ça. C'est aussi une Tout à réalité. fait, ouais. Ça a été mesuré. Donc, Mhm. ouais, il y a beaucoup de facteurs. En fait, grosso modo, quand on a une vie
un peu dans les excès, entre guillemets, ou qu'on... Ouais, c'est... Alors après, tout Je n'est sais pas dans pas. le même, c'est pas le même ordre de grandeur pour tout, hein. C'est-à-dire que par exemple, le tabac, c'est bien pire que l'alcool, qui est pire que notre mode d'alimentation, etc. D'accord, Donc tous les facteurs n'ont pas le même poids. bien sûr. Donc fumer ou manger McDo, ça n'a pas le même impact sur le risque Hmm, de développer des cancers. ok, ok. Donc n'hésitez pas, je le rappelle dans le chat, à poser vos questions. Je vois que vous êtes déjà dans des discussions et c'est super intéressant. J'ai pas le temps de tout lire évidemment, parce qu'on reste concentré sur les discussions. Mais si j'ai raté des questions, et il me semble que j'en ai raté, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir rattraper. Ok, donc là, on parlait des cancers en général. Et oui, c'est une mauvaise nouvelle du coup pour ceux qui viennent d'arriver parce que a priori c'est en train par rapport à la population qui est grandissante, ça stagne voire ça augmente en fait. Le cas par rapport la proportion de personnes qui vont développer des cancers parce que la longévité augmente et le risque d'avoir un cancer augmente avec l'âge. Donc plus on vieillit, plus on a de chances de choper ça, entre guillemets. Après, si je peux me permettre Ouais. une petite bonne nouvelle pour être sûr que tout le monde reste avec nous ce soir, euh, il y a de plus en plus de gens qui développent des cancers, mais on en soigne de plus en plus. Donc, ça ne veut pas dire que... Donc, aujourd'hui, on a plus de chances de guérir d'un cancer Hmm. qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Donc, oui, il y a de plus en plus de personnes qui ont des cancers, mais on a aussi de plus en plus d'outils pour soigner ces personnes et parfois les guérir. Ouais, et justement, tu parlais de la solution, c'est même en fait ouais, de voir, c'est pas voir le bon mot, c'est de diagnostiquer voilà, le cancer avant qu'il soit trop grave, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Et Ouais. quelles sont les techniques un peu de diagnostic? Comment on repère chez un patient qu'il est en train de développer un cancer? Alors, c'est extrêmement variable. Ça dépend beaucoup d'un cancer à l'autre. Oui. Euh, Ah, parce la, que, la- excuse-moi, je voulais juste rappeler que pour ceux qui viennent d'arriver, que les cancers peuvent toucher un peu n'importe quelle partie du corps. Et ceux de la leucémie Mhm. dont on va parler tout à l'heure, c'est au niveau qu'on appelle le cancer du sang. Donc voilà, je voulais faire un aparté sur ça pour expliquer du coup d'où la complexité du diagnostic aussi, j'imagine. Vas-y, je te laisse. C'est Excuse-moi, je ça, te en laisse fait, il continuer. faut... Non, non, pas de souci, pas de souci. Effectivement, en fait, il faudra un petit peu regarder tous les organes. Alors, heureusement pour nous, tous les organes n'ont pas le même risque de développer un cancer. Donc, par exemple, le cerveau, c'est extrêmement rare. Hmm. Les leucémies, c'est aussi relativement rare. Donc, en fait, les approches de diagnostic d'identification des cancers, on va essayer de cibler d'abord les organes qui ont le plus de risques. Donc, en l'occurrence, chez les hommes de plus de 50 ans, c'est le cancer colorectal, donc le cancer de tout ce qui est des voies digestives, en fait, tout Mhm. ce qui est au niveau de l'intestin. Et pour les femmes, ça va être par exemple, jusqu'à 50 ans, le cancer du sein. Donc, par exemple, le cancer du sein, ça va être des examens de routine de mammographie. Pour le cancer colorectal, c'est des tests, en fait, qui sont faits, je crois que c'est tous les 2 ans. Euh, et pour le cancer du poumon, par exemple, bah là, généralement, ça va pas être un test en routine qui va être fait, mais c'est par exemple, imaginons quelqu'un qui fume, qui se met à tousser beaucoup de façon régulière, de plus en plus, et parfois qui tousse du sang, etc., qui va voir son médecin généraliste. Son médecin généraliste va lui dire, bon, on va faire une radio, on va faire un scanner, et là, on regarde. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que à l'image, c'est bizarre ou pas? Ok. Ok, ok. Donc c'est vraiment variable selon les types de C'est cancers. super variable. D'accord. Ouais. Ok. C'est un Euh, des défis, quoi. C'est parce qu'on peut pas tout regarder. Les gens ont d'autres choses à faire que de se faire regarder de partout pour diagnostiquer les cancers. Donc il faut essayer de cibler les bons cancers, là où il y a le plus de risques dans la population. Il y avait Solovins qui avait posé la question s'il y avait un lien entre le cancer et la richesse du pays en question, parce que apparemment il y aurait éventuellement une corrélation entre les deux ou pas du tout. Alors il y a une corrélation. La première corrélation enfin la première explication la plus évidente, c'est que les populations qui sont moins développées, donc les personnes des populations moins développées vivent moins longtemps, et comme les cancers se développent avec l'âge, eh Ah oui, bien en fait on n'a pas le temps de voir apparaître entre guillemets les cancers parce que ces d'accord. personnes ont déjà dépassé leur espérance de vie, sont déjà décédées. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Donc elle est là en Voilà fait. une des Une, façons d'expliquer la corrélation qu'on observe. ok. Guérison, rémission. Quelle est la différence entre les deux termes? C'est Hardman qui Ah, pose ça c'est ça. une bonne question. Alors, un patient entre en rémission
lorsqu'il a fini tous ses traitements et qu'on voit que le cancer a régressé. Mhm. Donc généralement, c'est qu'on ne le voit plus, on ne le détecte plus. Par exemple, on ne le voit plus quand on fait des radios, par exemple. Euh, donc ça, c'est une rémission. Donc on dit, bon, très bien, on ne détecte plus le cancer, vous êtes entré en rémission. Une guérison, c'est quand on est capable de montrer qu'il ne reste plus une seule cellule cancéreuse dans le corps du patient. Ok. En pratique, en fait, c'est pas, on peut jamais dire, bon, bah, vous êtes guéri. Après, souvent, ce qu'on utilise en médecine, c'est qu'on considère que si un patient, 5 ans après la fin de son traitement, il va toujours bien, Hmm. il est guéri. Ouais, d'accord. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des rechutes, entre guillemets, je sais pas si c'est le terme, mais en C'est ça, gros, ouais, c'est exactement. C'est le terme qu'on utilise. On parle de rechute, tout à fait. d'accord. Et qui peuvent être provoquées par... Enfin, ça aussi c'est compliqué, les rechutes, parce que des La fois, question, elles enfin, s'expliquent. Ouais, on a du mal à l'expliquer par l'environnement, quoi, entre guillemets, parce que le patient oui, aura alors en fait tous fait, les efforts pour... Ouais, vas-y, pardon. souvent les rechutes, c'est au niveau en fait du traitement, c'est-à-dire que il y a certaines cellules qui ont résisté au traitement. Et donc, elles sont encore là. Et peut-être qu'il n'y en a plus que 1% de ce qu'il y avait avant, donc on ne le voit plus. Hmm. Mais en fait, eh ben, si on laisse le temps à 100%, ça va donner 10%, puis 100%. Et on se retrouve avec une rechute. Et le patient, malheureusement, il n'est plus en rémission, il est en rechute. Donc en fait, il faut exterminer toutes les cellules Ouais. cancéreuses. Il suffit d'en laisser une pour que C'est en ça. fait ça soit la mort et enfin qu'elles se mettent à se démultiplier Alors, et que heureusement, pas, peut-être qu'un peu plus qu'une, ça ouais, va. parce que Ceci, le patient, par exemple, à 90 ans, qui rentre en rémission et qu'il faudrait 50 ans pour qu'au final il rechute, oui, probablement qu'il sera décédé d'ici là. d'accord. Mais oui, globalement, il faut éliminer le plus de cellules pour pouvoir guérir le patient. Hmm. Est-ce que certains cancers ont plus de visibilité vu le nombre de personnes touchées de celui-ci? Par exemple, le cancer du cerveau. Il y a glioblastome multiforme demeure incurable jusqu'à ce jour. Oui, alors, ouais, alors, ça c'est une bonne question, c'est une question aussi de santé publique. Ouais, Donc, la façon dont je la comprends, c'est est-ce que les cancers qui sont effectivement les plus classiques, on en entend beaucoup parler et on oublie tous les autres? oui, c'est La ça. réponse est oui, parce qu'effectivement, tous ces cancers-là, ben, c'est des patients quand même, ils auraient besoin d'avoir un traitement, mais en fait, c'est des cancers qui sont rares, donc on ne met pas d'argent dessus. Hmm. Et donc, ben, malheureusement, le diagnostic, quand il tombe, il est toujours aussi fatal pour certains cancers. Alors que pour le cancer du sein, le cancer du poumon, on en parle beaucoup. Et donc, bah, on a davantage de traitements, les gens font plus attention, on a une meilleure prévention, et donc on peut mieux soigner les gens. En fait, le problème du cancer, c'est que ça peut toucher toutes les parties du corps. Donc, en fait, enfin, en théorie, il y a Mm. presque une infinité de cancers pour tous les endroits où des cellules Ouais, peuvent se démultiplier. Mais comme on est fait de cellules, du coup, en fait, exactement, c'est on pourrait ça. avoir des cancers à n'importe quel endroit, quoi. Donc Tout à du fait. coup, mais il y a certains endroits où c'est plus rare que d'autres endroits. Et donc, bon, forcément, comme on n'a pas du temps et de l'argent illimité à consacrer à toutes les recherches contre ces maladies, bah, on va favoriser, c'est biaisé, mais c'est un peu comme ça que ça Mm. marche malheureusement, on va Oui, favoriser les cancers malheureusement. les plus communs qui touchent le plus de personnes, parce qu'il faut mettre des priorités en fait. Donc ouais, c'est compliqué. Je vois que, Mais ouais, ouais. c'est toujours le problème, c'est ça, de pourquoi est-ce qu'un patient a accès à un traitement et un autre n'aurait pas accès? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu assez de recherche. De quel Mhm. droit est-ce qu'on considère que telle personne, on va pouvoir la guérir parce qu'on a donné de l'argent pour un médicament et pas telle personne? Ouais, question éthique aussi. C'est compliqué. Il y a déjà Flat Poker qui demande, qui compare la chimiothérapie à d'autres formes de curation, mais il faut déjà qu'on aborde justement les traitements des cancers. Ou est-ce que on va peut-être d'abord parler de la leucémie en fait pour expliquer On peut. ce que c'est. La leucémie, bon, on l'a rapidement introduit. Enfin, c'est toi qui l'as dit, c'est le cancer du coup du sang. Euh, que- J'avais envie de dire d'où ça vient dans le sens où historiquement, comment on a découvert entre guillemets la leucémie, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se dise ah mais en fait il y a aussi un cancer dans le sang. Ça a peut-être pas été le premier cancer qui a été découvert, je sais pas. Alors, ça n'a pas été le premier cancer qui a été découvert, mais c'est une histoire qui est assez incroyable, assez dingue. C'est-à-dire que, euh, alors je crois que ça s'est passé aux États-Unis. J'ai plus le nom du médecin en tête, mais il est arrivé avec un patient qui était très très fatigué. Donc, il faut savoir que quand on a une leucémie, généralement les premiers symptômes c'est de la fatigue, c'est des maux de tête, c'est vraiment une sensation de
t'es pas bien, mais enfin, on pourrait penser que c'est une grippe, c'est un rhume, etc. Là, bon, Hmm. mystère, le patient est vraiment pas bien, très très fatigué. Et donc, ce médecin lui a fait faire une prise de sang. Et lorsqu'il a regardé le tube de sang, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Quand vous faites une prise de sang, quand vous allez en laboratoire d'analyse, ben, enfin, on a un tube qui est bien, bien rouge foncé. Ouais, C'est du ouais, sang, ouais. normal. Et en fait, ce patient, son sang était blanc quasiment. Il était Ah ouais. blanchâtre. Il était laiteux un peu. Et donc là, exactement. Et là, le médecin s'est dit, il y a un problème, c'est pas un rhume, c'est pas une grippe, il y a autre chose. Hmm. Donc c'est là qu'en fait, la première leucémie est caractérisée. Leucémie, en fait, ça commence par le, et en fait, c'est de leuco qui veut dire blanc en grec. Ah oui, d'accord. Donc en fait, la leucémie, c'est une maladie du sang blanc. Voilà ce que ça veut dire littéralement. Ça nous aide pas beaucoup, nous, pour guérir les gens, mais c'est de là que ça vient, en fait. C'est comme Ah ça que ouais. c'était caractérisé. C'était au cours du début du XXe siècle, pardon. Ok, d'accord. Et après, s'en est suivi un tas d'études. On a commencé Exactement, à ouais, ouais. analyser en détail la composition de ce sang. Et après, C'est ça. on a mis en évidence le point problématique. Du coup, la leucémie, ça touche le sang, mais à quel niveau, en gros euh, est-ce qu'il y a des cellules particulières dans le sang que ça touche, du coup? Alors, alors en fait, là, c'est là où on peut rentrer un peu dans le sujet. Peut-être que tu peux montrer Ouais. la première image que je t'avais envoyée. Je crois que ça s'appelle Yes. Lignée, quelque chose comme ça. Lignée? C'est graphique un peu, Ouais. un truc un peu en arbre. Ouais, ouais, complètement. Bam. La lignée. Oui, c'est vrai que ça ressemble à un arbre. Ça ressemble un peu à un arbre. Bon, alors je l'explique, je l'ai pas devant moi, mais je l'explique, je Ouais. connais le schéma heureusement. En fait, Il connaît par cœur. ce que vous voyez un peu ici, là, cet arbre, c'est ce qu'on appelle la lignée hématopoïétique. C'est un mot barbare pour dire ce sont les cellules qui vont produire tout ce qu'on retrouve dans le sang, notamment. Et en D'accord. fait, il y a deux catégories. Il y a les cellules qui forment les globules rouges. Donc les Ouais. globules rouges, c'est ce qui donne la couleur en fait au sang et c'est ce qui permet de transporter l'oxygène Ouais. des poumons vers tous nos organes. D'accord. Et après, il y a ce qu'on appelle tous les globules blancs. Et en Mhm. fait, les globules blancs, ce sont surtout les cellules du système immunitaire. Donc, ce sont les défenses qui nous protègent quand vous êtes malade, quand vous avez un rhume, quand vous avez le Covid, pour plein de maladies différentes. C'est le système immunitaire qui intervient. Ce sont ces globules blancs. Et donc, en fait, dans une leucémie, ce qui va se passer, c'est que ce sont ces globules blancs-là qu'on va retrouver dans le sang en très grande quantité. Ils sont blancs, hein, d'où leur nom, et c'est pour ça que le tube de sang de ce patient était D'accord. laiteux, comme tu C'est la disais. présence de globules blancs Voilà. qui provoque ça. Ok. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de leucémies différentes. Et en fait, les leucémies, ça correspond. En fait, il y a des leucémies qui correspondent à différents types de cellules. Alors, sur le schéma, donc à droite, en haut à droite, il y a cette encart rouge euh, Ouais. pour montrer les premiers leucites, je crois. Donc, en fait, c'est un exemple de cellules, les progéniteurs myéloïdes. Je crois que c'est comme ça que ça Ouais, s'appelle sur le schéma. progéniteur Voilà. Donc, myéloïde. myéloïdes, non compliqué. On adore les non compliqués en biologie. Donc, ces cellules-là, les progéniteurs myéloïdes, en fait, ce sont ces cellules-là, dans certaines leucémies, qui vont devenir cancéreuses. Le cancer va être constitué de ces cellules-là. Donc quand tu Donc, en dis fait, devenir cancéreuse, on est d'accord que c'est en fait elles vont proliférer de manière incontrôlée, elles vont se exactement, mettre à se dupliquer, enfin ça répliquer tout à fait. plein de fois. Ouais, en fait, D'accord. cet arbre que vous voyez là, le sommet de l'arbre, c'est les cellules qu'on appelle souches, c'est-à-dire ce sont les cellules qui vont, à la base, produire toutes les autres cellules. D'accord. Et Ok. donc, plus on descend dans l'arbre, plus ce sont des cellules qui sont différenciées, c'est-à-dire qu'elles ont une fonction Elles et vont qu'elles vont avoir un servir à quelque rôle. chose dans l'organisme. D'accord. Donc, les progéniteurs myéloïdes, en fait, leur rôle, c'est juste de produire les cellules qui sont en dessous d'elles. Ouais. Faut lire Et l'arbre de donc, haut en bas en fait de avec haut en de bas, voilà, haut exactement. les cellules souches qui sont pas encore spécialisées, donc qui n'ont pas encore de rôle, qui sont un peu vierges entre guillemets. Et en C'est plus ça, vous descendez et plus après les cellules vont évoluer, vont se spécialiser dans une tâche quoi. D'accord. tout à fait. Ok. Et donc, en fait, dans le cas du cancer, moi, que j'étudie, ce sont ces progéniteurs myéloïdes-là Ok, qui, au c'est là. lieu d'acquérir leur fonction, donc d'être Mhm. descendre dans l'arbre, vont rester à cet endroit-là et D'accord. vont se diviser, vont devenir de plus en plus nombreuses, vont tout envahir, sans jamais donner ce qui devrait se trouver en bas. Donc les trois, donc c'est-à-dire elles vont pas avoir le temps de devenir des thrombocytes, des macrophages ou des érythrocytes. Exactement. On s'en fout un peu de ce que ça veut dire, mais en gros normalement ces trois familles sont des familles de cellules qui ont des rôles essentiels pour faire fonctionner notre organisme. Et en fait, ce Tout qui se à passe, fait. c'est que comme elles se sont arrêtées au stade intermédiaire de myéloïdes, du coup, Mhm. de ce que je comprends, bah du coup elles servent à rien entre guillemets, enfin elles peuvent pas remplir leur Exactement. fonction et elles vont foutre le sbeul quoi, pour dire les Elles font choses. leur sitting, et là, voilà, c'est ça, et tant pis pour les autres. Et donc, en Yes. fait, dans les leucémies, on peut avoir des leucémies euh, des lymphocytes, on peut avoir des leucémies des progéniteurs, on peut avoir des leucémies au niveau du plasmocyte. En fait, chaque type cellulaire peut donner une leucémie différente.
Oui, d'accord, parce qu'elle peut s'arrêter à. C'est le truc, si elle partait sur la gauche, c'est ça, sur le Ouais, chemin c'est de ça. gauche, elle pourrait rester au milieu, enfin, c'est pareil, de la même sorte Tout que à fait. là, toi, tu t'intéresses à l'état intermédiaire, pardon, des À droite, myéloïdes bah, à c'est ça, à droite, bah, gauche. ça existe aussi à gauche, en fait. Ok. Tout à fait. Donc ça veut dire que même il y a plusieurs types de cancers du sang, du coup il y a plusieurs types de leucémie, et du coup ça vient de là en fait, le fait qu'il y Exactement. a plusieurs types de leucémie, c'est parce qu'il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs types d'états intermédiaires où un peu où ça dégénère quoi, où il y a cette Exactement. prolifération. Ok, À chaque fois qu'il je y a un vois un état peu mieux. intermédiaire, ça peut dégénérer. Ok. Du coup, ça bloque la production de macrophages et érythro. Ouais, du coup, ça ne permet pas de produire ces fameuses cellules essentielles, effectivement, qui Exactement. Et sont c'est un censées problème nous pour aider. les patients. Ouais. Et en l'occurrence, là, pour les patients donc, qui arrivent à l'hôpital et qui se sentent fatigués, c'est parce que les progéniteurs myéloïdes, ils empêchent la formation des érythrocytes, qui sont tout en bas à droite, vous voyez. Ouais. Et les érythrocytes, ce sont les globules rouges. Ouais, Et d'accord. donc, on ne Ah oui, produit c'est plus de ça. globules rouges, et donc, en fait, le patient il est fatigué parce que l'oxygène reste dans les poumons, il va Hmm. pas complètement, il va pas suffisamment dans tous les autres organes, dans les muscles, au cerveau, au cœur, etc. Et donc, bah, le patient est fatigué. Et oui, c'est ça, c'est ça, Hollande. Les cellules ne se spécialisent plus. Elles sont. Mhm. Et donc, tu as des lacunes, en fait. Tu as un déficit dans toutes les cellules du bas. Tu as des déficits, ce qui fait que. Enfin, dans toutes les cellules. Enfin, ça dépend quel type de cancer de la leucémie t'as, j'imagine. Mais Mhm. si c'est le cas du cancer que toi t'étudies, de la leucémie que t'étudies, tu vas avoir un déficit en érythrocytes qui sont ce que tu as dit, du coup, les globules rouges. Les Et globules rouges, donc, tu oui, vas moins bien transporter l'oxygène dans ton corps. Et donc, du coup, tout à tu fait. vas te sentir avoir des symptômes de fatigue ou je sais pas, quels sont les symptômes quand tu n'as plus de globules C'est ça, rouges. c'est fatigue, c'est maux de tête, c'est ça, c'est les symptômes d'un manque de ce qu'on appelle une anémie en fait, simplement, c'est-à-dire manque de globules rouges. Ok, manque, Donc le ouais. problème c'est que c'est difficile à détecter. Ouais, Parce qu'on peut se dire, bon, je suis juste fatigué, j'ai un petit coup de mou, j'ai un peu trop fait la fête, ou en ce moment le travail c'est un peu trop crevant, etc. c'est ça. Donc c'est compliqué à détecter. Ouais, et en fait, c'est quand ça revient trop régulièrement qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, là, c'est pas normal, faut que je consulte, quoi. En général, c'est ce qui se Ouais, passe. c'est ça. C'est ce qui se passe. Alors après, le petit indice, c'est que ça arrive surtout à des gens qui ont entre 50 et 70 ans. Hmm. Donc si vous êtes très fatigué et que vous avez moins de 50 ans, c'est probablement juste que vous avez trop fait la fête. Voilà. Indice. Une bonne nuit dodo et tout ira bien, pas de souci, pas besoin de filer aux urgences. Ok, bon, faut pas non plus terroriser les gens dans le chat, Non, c'est c'est pour vrai ça, qu'il faut, pas faut de voir les signes. panique, tout va plutôt bien. J'ai perdu ma mère à cause d'un cancer. D'un point de vue génétique, suis-je plus susceptible de développer cette maladie ou les antécédents familiaux ne favorisent plus pas cette maladie? En fait, bah, on en a un petit peu discuté tout à l'heure et ça dépend aussi l'environnement dans lequel a grandi ta maman. Est-ce qu'elle a fait en fait de son vivant? Mais si c'est en fait, il faut voir aussi au niveau génétique si dans ta famille c'est quelque chose qui a été récurrent et Hmm. voir parce qu'effectivement il peut y avoir des s'il y a des antécédents familiaux, il peut y avoir effectivement un terrain favorable génétiquement parlant, Tout à fait. Ouais, mais ouais. c'est pas Alors la ça seule dépend cause. beaucoup des cancers, mais Ouais. voilà. C'est ça. C'est après si effectivement ça arrive, il y a beaucoup de membres de ta famille. Là, effectivement, c'est peut-être génétique. Après, ça arrive malheureusement de façon quasiment aléatoire. C'est ça, c'est les facteurs environnementaux. C'est des coups malheureusement à pas de chance et ça peut arriver. Mhm. Ok. Donc ouais, super intéressant là. Donc avec ton schéma, tu nous as montré en gros voilà ce que c'est que la leucémie avec un type en particulier. Donc toi, c'est le type dont tu t'intéresses, celui que tu as encadré. Ouais. Parce qu'il y a combien de types de leucémie du coup? Alors, il y a les catégories, les sous-catégories, les sous-sous-catégories, les sous-sous-sous-catégories. Ah, c'est à peu près ça. Donc, on va En dire gros. globalement, il y a deux types. En gros, il y a deux gros types. Il y a les D'accord. leucémies chroniques et les leucémies aiguës. Ah Et pour ouais, comprendre, c'est juste qu'une leucémie aiguë, c'est beaucoup plus violent qu'une leucémie chronique. d'accord. Voilà, ça c'est les deux grandes catégories. Et après, les sous-catégories, c'est en fonction de ce qu'on disait, du type de cellule, à quel moment est-ce que ça s'arrête dans l'arbre de la différenciation. Ok, à quel moment ça dégénère? À quel moment en fait ça Tout à commence à fait. proliférer et que ça remplit plus les fonctions qu'il faut quoi. Mhm. Et dans le cas des leucémies, la cause, pour répondre à une autre question justement, de,
je sais plus qui, pardon, dans le chat, qui a demandé, on se connaît la cause des leucémies, tu vas me dire ça dépend des types, encore une fois, c'est ça? Non, je vais pas dire ça, je vais dire mystère, mystère, mystère. Alors en Mystère. fait, Full mystère. mystère, on peut préciser un petit peu, ça vient à chaque fois d'une ou plusieurs mutations qui apparaissent dans les cellules, qui sont les cellules souches hématopoïétiques. Donc c'est celles qui sont tout en haut de Celles qui l'arbre sont tout de en la haut. lignée. D'accord. Celles qui sont tout en haut, les cellules souches hématopoïétiques, donc celles qui vont donner toutes les autres, Mhm. eh bien, elles vont acquérir des mutations au cours de la vie. Et donc, parfois, certains patients vont acquérir, enfin, certaines personnes vont acquérir la mauvaise mutation. Les mutations, c'est quelque chose qui est complètement aléatoire. D'accord. Mais voilà. Donc, il y a, alors, dans les leucémies, contrairement à beaucoup d'autres cancers, on ne connaît pas de facteur environnemental, Ah, ok. déjà. Donc, la très grande majorité des cas, c'est à un moment, aléatoirement, il va se passer quelque chose dans une de ces cellules tout en haut. D'accord. L'exception, c'est pour les leucémies de l'enfant. Donc, parfois, il y a des enfants, parfois très très jeunes, 1, 2 ans, parfois plus âgés, 18, 20 ans. Mhm. Donc, c'est l'enfant, entre guillemets. Hein. Et ce sont des mutations qui vont apparaître parfois pendant le développement. Donc, parfois, lorsque l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, pour une raison qu'on ne connaît pas non plus. On va avoir cette mutation qui va avoir lieu. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que chez l'enfant, comme c'est qu'un enfant, il a beaucoup moins de cellules souches hématopoïétiques. Imaginons que l'adulte en ait 100 et qu'un enfant en a 10. Le problème, c'est que si ça arrive dans une de ces 10 cellules, Oui. eh bien, ça risque d'avoir un impact beaucoup plus important, beaucoup plus vite que chez l'adulte où il y en a 100. Donc malheureusement, dans ces cas-là, voilà, ce sont des leucémies de l'enfant, où là, ça s'est passé pendant la grossesse, ou alors un petit peu après. Ok, mais ouais, donc, mais c'est encore une Globalement, on fois ne sait pas. ouais, ça, mais encore une fois, ce sont des choses qu'on peut difficilement anticiper et Ouais. ouais, contrôler, quoi. Donc c'est C'est pour un ça que là, coup à le pas de chance, quoi. traitement, il est. Voilà, le traitement, en fait, on ne peut pas prévenir ces maladies-là, on ne peut pas prévenir ces cancers-là, on ne D'accord. peut pas les prévenir, les leucémies. Donc tout se joue sur quand est-ce qu'on les détecte et Hmm. quand est-ce qu'on les soigne, et comment on les soigne. Ok. Et la proportion de leucémie dans les cancers, c'est très commun. Enfin, c'est un cancer, hein. Alors c'est très faible, c'est quelques pourcents. En D'accord. fonction des populations, des pays, etc., c'est quelques pourcents. Ouais, ça fait pas partie des cancers les plus communs, quoi. Non, heureusement. D'accord. Comme le reste des cancers pédiatriques, est-ce la leucémie pédiatrique qui répond mieux au traitement, guérit mieux? Ah oui, bah, là, il faut qu'on aborde d'abord en fait la question des traitements avant de répondre à cette question. Puisque là, tu nous as fait une belle présentation de la leucémie et des cancers en général. Mais justement, comment aujourd'hui, en plus tu l'as dit tout à l'heure, on a quand même de la chance, si on peut se réjouir, c'est qu'on a de plus en plus de traitements contre peut-être pas tous les types de cancers, mais au moins une partie, souvent les plus communs. Que sont-ils? Qui sont-ils ces traitements? Qui sont-ils ces traitements? Ils ont des noms barbares. Ils ont des noms Alors barbares. ces traitements, ils ont des noms barbares. C'est pour les leucémies, le traitement de référence, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. Il n'y a Qui que fait la parfois un peu peur aux chimiothérapie du gens. coup? Alors, il y a deux traitements. Il y a la chimiothérapie et il y a des greffes. On parlera des greffes un peu après parce que c'est un peu, peut-être, c'est un peu particulier. Ok. Le traitement majoritaire, c'est ce qu'on appelle de la chimiothérapie. Ça veut juste dire qu'on traite avec des médicaments. Voilà. Souvent, on a un peu le mythe de la chimiothérapie. Mon père, à chaque fois, dit: Ah, moi, je ne peux jamais traiter avec de la chimiothérapie, ça va me tuer plus qu'autre chose, blabla. Voilà. La chimiothérapie, c'est juste des médicaments qu'on donne aux patients. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on utilise de la chimiothérapie. On utilise de la chimie pour guérir. En tout cas, pour traiter. Des molécules quoi, qui sont dans le médicament et qui vont agir sur le C'est ça, corps qui vont pour agir, exactement. faire changer de fonctionnement. Globalement, la chimiothérapie, donc il y a plein de médicaments qui existent différents. Mhm. En fonction des cancers, on va pas utiliser les mêmes médicaments, en fonction de l'âge du patient, pas les mêmes, Mhm. mais ça a un mode de fonctionnement de base, c'est que les cellules cancéreuses, elles prolifèrent. Et donc pour proliférer, ça veut dire qu'elles se divisent. Et pour se diviser, il faut qu'à un moment, elles répliquent leur matériel génétique. Leur ADN doit se répliquer pour pouvoir aller dans chacune des cellules filles, etc., etc. Ouais. Donc les cellules cancéreuses répliquent beaucoup leur ADN. Mhm. Donc la chimiothérapie, la plupart du temps, les médicaments qu'on utilise, ils vont aller se fixer dans l'ADN. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre dans l'ADN, et au moment où la cellule cancéreuse va vouloir répliquer son ADN, ils vont empêcher cette réplication. Ouais. Donc l'ADN va rester bloqué, Mhm. et ça va faire, la cellule ne va pas supporter ça en fait, et donc la cellule va mourir. Et donc l'idée, c'est que on va cibler toutes les cellules du corps qui se répliquent beaucoup.
le cancer, mais malheureusement aussi, il y a d'autres cellules de notre corps qui se répliquent beaucoup. Particulièrement, ce qui est très visible, c'est les cheveux. Ouais. Alors, c'est pas le cheveu qui se réplique, parce que le cheveu, c'est pas une cellule, mais en fait, les cellules qui sont à la base, qui sont sur notre cuir chevelu, elles se répliquent, elles divisent, etc., machin. Et donc, en fait, quand on a de la chimiothérapie, malheureusement, ça va les tuer, et donc on va perdre des cheveux. Ça dépend de la chimiothérapie, mais souvent, c'est ça. Donc, c'est souvent ça, on voit cette image un peu de la personne qui a une chimiothérapie, qui a ces problèmes-là. Alors, la chimiothérapie, le problème, c'est comme c'est pas un médicament ciblé, ça va tendance à avoir beaucoup d'effets secondaires sur les patients. Parce que la molécule en question qui est censée dérégler la réplication, enfin faire en sorte de bloquer justement la division de la cellule, en fait, elle ne va pas faire la différence entre une cellule cancéreuse et une cellule saine finalement. Donc, tout à fait. Et fout le bordel. Ouais. Dans la plupart des cellules de notre corps, ça pose pas de problème, sauf dans ces cellules-là qui se divisent. Et là, et là, c'est compliqué. Donc, il y a des travaux qui sont menés à l'heure actuelle, ça fait un certain temps maintenant, mais bon, ça continue, pour essayer de trouver des façons de donner le médicament de façon plus ciblée. De faire en sorte que le médicament soit dans un contenant particulier qui puisse permettre de cibler uniquement les cellules cancéreuses pour pas avoir tous ces effets secondaires-là. Ouais, d'accord. Et ça, il y a des effets positifs. Enfin, je sais pas si tu suis un peu du coup ces innovations-là, mais il y a des trucs prometteurs de ce côté-là. Oui, alors en tout cas, moi sur la leucémie que j'étudie, sur le traitement qu'on utilise, il y a des chercheurs qui ont réussi à faire des nanoparticules qui fixent. Donc en fait, ils ont la nanoparticule, le traitement, et donc la nanoparticule va reconnaître spécifiquement les cellules leucémiques et faire entrer le traitement dans les cellules leucémiques. Et donc ça réduit fortement la toxicité. D'accord. Et ça, du coup, c'est super intéressant. Donc ça va arriver. Un jour, ce sera en clinique, mais ça prend du temps. Malheureusement, ça prend du temps. Ouais, la recherche prend du temps et le temps aussi de vérifier que ce qu'on fait, on fait pas n'importe quoi. Enfin, c'est tous les enjeux de santé, de toute façon, c'est des enjeux hyper importants et il faut pas tester non plus. Faut pas aller trop vite, quoi, dans la conception de médicaments. C'est ça. Surtout pour des maladies comme ça qui sont quand même assez graves. Pour revenir sur les moyens de détection de la leucémie, c'est Hardman qui demandait les moyens de détecter. Tout à l'heure, tu as parlé que historiquement, on voyait la couleur du sang, mais aujourd'hui, c'est à l'aide d'une prise de sang du coup qu'on peut mettre en évidence la leucémie par rapport à la composition de la quantité de ces cellules-là. Enfin, on voit qu'il y a une quantité anormale, par exemple, de certaines cellules, et donc c'est un indice, quoi. Ok. C'est ça, en fait, le médecin va simplement demander un bilan sanguin. Donc en fait, vous allez avoir, c'est une prise de sang classique, c'est ça, et puis on va voir peut-être qu'il y a tel taux de cellules qui est, exactement ce que tu dis, dans la composition, enfin, qui est plus présent que d'habitude, telle cellule qui sont moins présentes que d'habitude, etc. Ok. Avant que le sang soit blanc quand même. Oui, parce que là, le blanc, c'est vraiment, on est à un stade très, très grave, là, c'est ça, en gros. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était un stade très, très avancé. Les cellules intestinales se divisent aussi très fréquemment. Est-ce que la chimio a un impact sur le système digestif, du coup? Exactement, oui. J'aurais pas dit mieux, tout à fait. Ouais, alors souvent les patients ont beaucoup de vomissements parce qu'en fait ça abîme énormément le système digestif. D'accord, ouais, donc ça fait partie des effets secondaires du coup qui sont pas souhaitables et que malheureusement on est obligé d'endurer. Ouais. Voilà, c'est ça. Malheureusement, c'est comme malheureusement à l'heure actuelle, les traitements, la chimiothérapie, ça reste un traitement qui est violent parce qu'il est peu ciblé et parce qu'il faut éliminer les cellules cancéreuses. Donc on peut pas se permettre un traitement qui soit tout doux et qui prenne son temps. Ouais. Alors il y a des exceptions à ça. Hein. Il y a la petite astérix. Il y a plein d'exceptions. Il y a plein de traitements maintenant ciblés qui existent. Les personnes âgées, on peut pas leur donner ces traitements-là parce qu'elles pourraient pas le supporter. Donc on va donner des traitements qui sont plus doux, qui sont moins violents. Parce que, par exemple, une personne âgée qui a 90 ans, pour laquelle on diagnostique une leucémie, peut-être que juste lui permettre de vivre 1 à 2 années de sa vie en plus correctement, c'est mieux que de lui donner une chimiothérapie qui va lui faire très 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 mal et pour lequel peut-être qu'elle va pas s'en remettre tout simplement. D'accord. Ouais, donc on ajuste, tout est ajusté, tout est adapté en fonction du patient, bien sûr. Ok. C'est vrai que tu n'as pas dit le type de leucémie que tu étudies. Enfin, tu l'as dit sur le schéma, tu as parlé de ces progéniteurs myéloïdes, mais en gros, elle s'appelle comment cette leucémie? C'est quoi le nom barbare? Le nom barbare, c'est une leucémie aiguë promyélocytaire. Ok. En fait, c'est pas si barbare que ça. On a déjà parlé de leucémie, on a déjà parlé d'aiguë. Voilà, donc aigu, c'est le fait qu'elle est vénère, quoi.
Voilà, c'est ça, elle est vénère. Et promyélocitaire, simplement parce que dans ces progéniteurs myéloïdes, il y Ouais. a une sous-catégorie de cellules qui s'appelle les promyélocytes. Voilà, c'est tout. Donc les promyélocytes qui sont eux touchés par, Mais par ça, ouais, voilà. par cette duplication très désordonnée C'est eux qui deviennent et vénères. incontrôlée. C'est eux qui deviennent vénères. Ok, trop intéressant en tout cas. Merci beaucoup pour vos questions. C'est bien, ça fuse dans tous les sens, donc c'est intéressant parce qu'en plus tu as toujours des réponses, donc c'est top. Est-ce qu'on progresse dans la réduction des coûts de production des CAR T-cells où ça se stagne? Je me demandais tout à l'heure si on allait venir au CAR T-cells. Alors il faut expliquer, est-ce qu'on c'est quoi réduit- ça? Il faut les faire CAR expliquer T-cells, parce que voilà, c'est parce que parti. la question, là on voit qu'il y a des experts du chat Il y a qui des sont biologistes, présents. il y a les des gens biologistes là. au rendez-vous, là, ça Ouais. fait plaisir. Alors, est-ce qu'on avance? Alors déjà, on va expliquer ce qu'est une CAR T-cell pour commencer. Ouais, vas-y. Alors, commençons par le début. Donc, dans notre système immunitaire, on a plein de sous-types de cellules, notamment les cellules T, les lymphocytes T. Le principe des lymphocytes T, c'est que ils ont des récepteurs. C'est-à-dire qu'à la surface des cellules, en fait, il y a des éléments particuliers qui vont détecter certaines formes, certaines cellules, en fait. Ouais, ok. Et donc, ces lymphocytes T, lorsqu'ils détectent un élément, l'élément pour lequel ils ont été formés à l'école, ils ont été éduqués pour reconnaître cet élement, eh bien, ils vont attaquer la cellule, ils vont attaquer ce qu'ils ont en face d'eux, ce qu'ils détectent, peu importe quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quoi, ils vont le détecter. Tant qu'ils le détectent, ils vont faire quelque chose. Ouais, ils vont faire une action qui vont permettre de ils vont le faire une détruire, action. quoi. Ok. Donc, par exemple, typiquement, lorsque vous attrapez un virus, eh bien, hop, on va avoir des cellules du système immunitaire, des lymphocytes qui vont intervenir. L'idée, en fait, c'est que de base, une des façons de notre corps de se protéger d'un cancer, c'est lorsque des cellules cancéreuses apparaissent, on a des lymphocytes T qui vont détecter ces cellules et hop, les tuer. Ça règle le problème. Sauf que on a bien des patients qui développent des cancers, donc ça veut dire que ce système-là, il fonctionne pas parfaitement. Ouais. Et donc, il y a des chercheurs qui ont eu l'idée il y a quelques années de prendre des cellules, des lymphocytes T d'un patient atteint d'un cancer, de les entraîner donc ex vivo, c'est-à-dire qu'on les sort du corps, hein, on fait une prise de sang, on les sort du corps. Enfin, c'est un peu plus compliqué une prise de sang, mais bon, on les sort du corps et on les cultive en fait et on leur montre des éléments pour qu'ils apprennent à les reconnaître. Ces éléments étant spécifiques du cancer que le patient a. Ouais, bien sûr. L'idée c'est, on les éduque, ensuite on les fait proliférer de façon contrôlée cette fois-ci quand même, on ne veut pas faire un autre cancer. Et une fois qu'on a beaucoup de lymphocytes T qui sont éduqués pour reconnaître cette molécule-là, on les remet dans le patient. Ouais. Et on espère que ces lymphocytes T attaquent le cancer du patient. Ok. Donc ça, c'est voilà comment ça marche. Comme idée. C'est incroyable. C'est développé quand cette idée, du coup? Alors ça fait une dizaine d'années que l'idée est sortie, qu'on a les premiers exemples. À l'heure actuelle, c'est utilisé dans certains traitements, peu, mais ça commence progressivement. Le problème principal, c'est ce qui est soulevé là dans la question, c'est que ça coûte cher. Donc c'est ces fameux CAR, comment ils s'appellent? C'est les CAR T-cells. Alors en fait, les CAR T-cells. Cells, c'est cellules, donc c'est les cellules les cellules T, et alors CAR, c'est parce qu'en fait ça veut dire Chimeric Activated Receptor, je crois. Donc en gros, c'est parce qu'on les a modifiés pour les éduquer. D'accord, ok. Voilà. Donc ça coûte cher à produire, et il faut en produire beaucoup, et les résultats c'est utile, mais c'est pas suffisant pour guérir le cancer en tant que tel. C'est pas assez efficace pour l'exterminer. Ça va en fait, réduire la prolifération. Un élément. Ok. Ouais, c'est un élément, mais c'est un élément parmi d'autres. Alors ça coûte cher, les coûts diminuent, parce que c'est de plus en plus utilisé, on en produit à plus en plus grande échelle, mais ça reste encore cher. Et donc disons que face à un médicament qu'on fabrique, il y a des entreprises pharmaceutiques qui fabriquent des tonnes et des tonnes de ce médicament-là, et qu'on peut le vendre à 1 euro ou à 50 centimes le cachet, avant que les CAR T-cells ça soit compétitif, il y a de la marge. Mais c'est en cours. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ça. Ouais, et c'est très encourageant. Et c'est une idée, comme tu disais là, c'est une idée qui est incroyable. Ouais, non, c'est bien pensé. Enfin, je veux dire, c'est intelligemment pensé, quoi, de se dire, on va entraîner les cellules pour pouvoir reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses et pouvoir comme ça cibler et les éliminer plus facilement, quoi. Donc là, on est toujours sur la question, le sujet des traitements. Donc je reviens sur une vieille question de Flatbed Poker, justement, qui parlait de chimiothérapie et d'éventuelles autres possibilités de se guérir si on veut pas faire de chimio. Il parlait du cure de jeûne, par exemple. Est-ce que les champignons et les enzymes, je sais pas, seraient des pistes de soins? Donc des méthodes alternatives. Est-ce que tu veux que dire sur ces sujets-là? Alors, que dire sur ces sujets-là? Sur les méthodes alternatives, il faut faire très très attention parce que
il y a il y a très peu d'études sérieuses qui ont montré leurs intérêts. Donc le risque, c'est plutôt en fait de se détourner d'une médecine qui fonctionne, pour laquelle on a des traitements, et au final de mettre sa vie en danger. Mais, hein, Alors là, quand même. je rends à César, enfin je précise la question, parce que je précise la question, parce que je veux pas faire passer de mauvais messages. En fait, la question était plus de savoir si le jeûne, par exemple, la cure de jeûne permet de mieux absorber la chimiothérapie. Donc c'est pas dans le sens remplacer le traitement, mais plutôt dans le sens mieux faire en sorte que le corps prenne un peu moins cher, entre guillemets. Alors, sur la cure de jeûne, de ce que j'ai vu, je suis pas un expert du sujet, Ouais. mais de ce que j'ai vu, les résultats sont plutôt mitigés. Il y a des études qui donnent, qui sont plutôt en faveur, des études qui sont pas en faveur. Par contre, ce qui est clair, que ce soit sur la cure de jeûne ou globalement sur ces thématiques-là, D'accord. il y a clairement une question super importante de comment on prend en charge le patient. Parce que c'est ça, actuellement, on est dans une médecine où c'est bon, on lui donne la chimiothérapie. Ouais. Mais il y a tout le reste autour. Est-ce qu'on va l'aider à faire du sport? Parce que ça a été montré que faire de l'activité physique pendant une chimiothérapie, ça augmente la tolérance à la chimiothérapie, on supporte mieux le traitement et on guérit mieux. Ok. Donc il y a plein de trucs comme ça. Effectivement, il y a ça, il y a l'alimentation. Donc dans mon ancienne équipe dans laquelle je travaillais, on a montré qu'en fonction de notre apport en vitamines, on répondait plus ou moins à une chimiothérapie. Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est pas juste le patient et les médicaments, c'est tout ce qui va autour. Et ça, c'est des éléments qu'on a complètement oubliés, que les médecins n'ont pas du tout pris en compte et qui sont essentiels en fait, parce que c'est un patient, c'est un humain et il y a tout ce qui va avec. Ouais, donc d'où l'importance du lifestyle. Et puis c'est ce que tu disais aussi avant par rapport à l'environnement, enfin l'influence de l'environnement sur le développement des cellules cancéreuses. Enfin, je veux dire, c'est lié, quoi. Dans la guérison, il n'y a pas seulement le traitement qui compte, quoi. Ouais. Puis il y a le mental aussi qui joue. Il y a le mental. Ouais, justement, oui, le mental, c'est-à-dire que le stress qu'on peut avoir ou les pensées, ça a aussi une influence sur la guérison ou sur le système immunitaire. Ça, est-ce que ça, c'est des choses qui ont été montrées pour de vrai ou... Ouais. Alors oui, pour de vrai, ça a été montré que le mental était super important. D'accord. C'est un truc essentiel dans la guérison. Et en fait, il y a plein de façons de le voir. On peut le voir de façon, t'es plus combatif, tu vas peut-être aller plus loin. Il y a aussi la question de... Enfin, il y a plein de trucs psychologiquement, aussi pour le corps. On sait, ça a été prouvé que quand on est stressé, on développe plus de maladies chroniques, plus de maladies comme le diabète ou comme des maladies cardiovasculaires. Donc en fait, ça existe de manière générale dans la population. Et dans le cas des cancers, et pour ce qui est la question du traitement, ça a été prouvé aussi. Ok, ouais, c'est fou que notre mental, ce qu'on peut ressentir, la psychologie, va avoir une influence sur notre métabolisme, finalement, sur la manière dont notre corps va fonctionner. Donc c'est super intéressant. Bon, même si c'est pas le sujet de ce soir, c'est quand même bon de savoir ça. Ok. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas. On est sur la thématique, je rappelle, pour ceux qui débarquent éventuellement, on parle des cancers ce soir et plus particulièrement du cancer du sang ou des cancers du sang qu'on appelle les leucémies. Et on est sur la partie là, traitement, du coup, comment gérer. Parce que tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'en fait, il y a aussi des patients qui guérissent d'eux-mêmes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait on est tous sujets, dis-moi si j'ai tort, mais il me semble qu'on est tous plus ou moins sujets à des fois des proliférations excessives, mais dans la plupart des cas, notre corps est capable de gérer ce surexcès, d'éliminer en fait les cellules qui seraient un peu dégénérées et qui commencent à trop proliférer, c'est ça. Et le cancer, c'est juste que c'est pas contrôlé, quoi, non ? Voilà, en fait, on parle pas vraiment dans le sens que les patients guérissent d'eux-mêmes, mais plutôt dans le sens qu'en fait, avant que ça devienne grave, avant qu'ils développent vraiment un cancer qui va être un problème qu'on va devoir traiter, etc. D'accord. Eh bien, les patients vont... Enfin, il y a des gens, du coup, ce sont même pas des patients, hein, c'est toi, moi, tous les jours, n'importe qui. On a tous des cellules qui vont avoir des mutations, des altérations, qui vont devenir un peu bizarres, qui sont cancéreuses, voilà, et tout de suite, le système immunitaire, notre organisme réagit, hop, on s'en débarrasse. Mais c'est ça, c'est quand il y a un groupe de cellules qui va réussir à s'affranchir de toutes les barrières, et il y en a beaucoup, de tous les systèmes qui sont en place pour nous protéger, c'est à ce moment-là que là, ça va devenir un problème. Là, ça va devenir vraiment un cancer grave, entre guillemets. Et ça me fait penser, je sais pas si tu en sais un petit peu, mais il n'y a pas justement un animal qui n'a jamais de cancer parce qu'il a... Je sais plus ce que c'est, il renouvelle tellement ses cellules, je sais plus, c'est pas le rat de Topnu ou un truc comme ça, ça te dit rien ça ? Si, c'est incroyable. Et raconte un peu le fun fact sur cet animal.
Je sais pas vraiment d'où ça Je- vient. Alors, ce qui est clair, c'est que le rat-opnu, c'est une bestiole. Je sais même pas comment. C'est un C'est un animal qui est truc. assez C'est incroyable. chelou. C'est un C'est truc. c'est Déjà une- visuellement, on a une indication que c'est euh, bizarre. Il se passe des je- choses je- bizarres. Ouais, c'est ça. Il y a un truc louche avec Un truc louche. Alors, cette c'est créature. un organisme. C'est une créature qui est très bizarre parce que effectivement, le rat-opnu a une capacité de régénération qui est assez incroyable. Et du coup, niveau cancéro, je ne sais pas trop comment ça se passe dans le rat-opnu, mais c'est un être vivant qui est capable de se régénérer beaucoup, de régénérer beaucoup de cellules, Mm. et du coup, qui n'a pas de problème de vieillissement, ou très très peu. Ouais. Ouais, donc. Et après, sur ces histoires d'animaux un peu bizarres, on peut parler aussi de l'éléphant, Ah oui, ouais. parce que, alors ça, c'est un truc dingue aussi. Donc, en fait, dans notre corps, nous, il y a un gène qui s'appelle P53 qui est super important, et P53, c'est un peu le policier de la cellule. P53, dès qu'il y a un truc chelou, il met sa casquette, hop, 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 on bloque tout le monde, et on s'arrête là. On tue la cellule, ou bref, voilà. Et donc, P53 est super important. Et donc, quand la plupart des patients qui ont un cancer, en fait, il y a quelque part, à un moment donné, P53 qui fonctionne plus correctement. D'accord. Et ce qui est intéressant, donc nous, on a deux copies, puisqu'on a dans chaque cellule, on a deux fois toute notre information génétique. Donc, on a deux copies de P53. Et l'éléphant en a, je crois, 8, 12 ou 16, un truc comme ça, mais beaucoup plus. Et donc, une hypothèse, c'est que les éléphants n'ont pas de cancer parce qu'en fait, P53 est en beaucoup plus de copies. Il y a beaucoup plus de soldats, enfin de policiers P53 dans la cellule, donc il y a beaucoup moins de risques, que qu'il y ait suffisamment de P53 qui ne fonctionne plus pour qu'on ait un cancer. Bah Donc, il y a plein de trucs comme ça, d'un peu de fun fact dans le monde du vivant. Malheureusement, nous, on n'a que deux copies de P53, donc il nous en faudrait un peu plus. On pourrait pas faire de l'ingénierie génétique du CRISPR, là, modifier nos gènes pour en avoir un peu plus. Allez hop. On s'en met 55, comme ça on est bien. Comme ça, tranquille. C'est un petit peu compliqué quand même. Les chromosomes. Let's go. Ouais, parce que c'est vrai que en fait, l'éléphant, comme il a beaucoup plus de cellules que nous, en théorie, il devrait avoir une probabilité plus importante de choper des cancers, mais pour pallier à ça, il a plus de P53, et donc du coup, ça flique bien chez lui, quoi. C'est ça flique bien. Ça file droit. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est des fun facts. Solovins, excuse-moi, qui dit, il explique bien ce gars, il devrait streamer. C'est vrai ça. Tu fais déjà un podcast, on le rappelle, un podcast 3,9, vous avez l'adresse ici. Donc podcasteur et streamer, c'est pas si loin que ça. Hein. En plus, tu t'es acheté un nouveau micro. Il a le même que moi aujourd'hui. Il se l'a acheté il y a 2 jours, c'est bon, il est équipé. Je suis prêt. Tu es prêt. Je suis prêt. Mais c'est vrai, oui, tu expliques très bien, c'est hyper fluide, j'ai rien besoin de... Je suis juste là pour décorer, on va dire. C'est quand même pas mal. C'est vrai que pour une fois, l'éléphant ne se trompe pas. Ah là là, quelle blague. C'était ça l'humour, les blagues ouais, les blagues que j'attendais dans le chat, heureusement qu'il y en a certains qui assurent. C'est toujours les mêmes d'ailleurs, merci. Ok, donc voilà les fameux exemples dans la nature qui existent, qui sont assez marrants. Pour revenir sur de l'humain et sur des traitements, tout à l'heure tu as dit, il y a la chimiothérapie qui existe, qui est encore très utilisée aujourd'hui. Tu as d'autres voies comme cette histoire de cultiver des cellules ex vivo. Comment ça s'appelle? Ouais, les CAR-T-cells du coup, qui est très encourageant, mais qui n'est pas encore assez... perfectionné, on va dire, pour vraiment éliminer totalement une maladie, enfin un cancer. Et après, tu as évoqué aussi la greffe, c'est ça? Ouais, alors ça c'est un truc très particulier qui est propre, qui est propre au leucémie. Je vais en parler. Alors, en fait, l'idée de la greffe, c'est que c'est toujours dans cette histoire de système immunitaire. On parlait tout à l'heure des CAR-T-cells. Là, l'idée c'est en temps normal, dans le corps, tout va bien. Mon système immunitaire arrive à aimer toutes les cellules qui deviendraient cancéreuses. Ouais. Et donc l'idée, c'est on prend quelqu'un qui est très très proche de toi d'un point de vue biologique, qui a donc une moelle osseuse qui est très proche, un système immunitaire qui est très proche du tien. Et donc puisque là, t'es malade, t'as un cancer, t'as une leucémie, tu vas pas bien et tout, donc ton système immunitaire fonctionne plus correctement. Donc on va te greffer le système immunitaire de quelqu'un d'autre pour que ce système immunitaire attaque ton cancer. Ouais. C'est ouf ça. Donc ça c'est quelque chose, c'est ce système de greffe, c'est uniquement dans le cas des leucémies. Ouais. Parce qu'en fait c'est le seul moment où le système immunitaire est vraiment déficient, parce que justement en fait le système immunitaire il est plus produit puisque les cellules qui sont même c'est ça. On rappelle elles sont bloquées, puisque
Ouais. Le système immunitaire, c'est tout ce qui est lymphocyte, donc c'est la partie gauche de notre arbre. On rappelle qu'effectivement, si l'arbre, c'est l'arbre de spécialisation, si vous voulez, vous commencez par des cellules souches. On rappelle, hein, les cellules souches qui sont un peu des cellules vierges et qui vont se spécialiser soit à gauche, soit à droite, en gros en différentes cellules que vous voyez en bas. Mais du coup, la partie gauche, c'est du coup plus la partie immunitaire avec les lymphocytes. Alors, les thrombocytes et les macrophages, c'est aussi le système immunitaire. Donc en fait, la très grande majorité des cellules dedans sont dedans. Allez, on met quasiment tout le monde dans le système immunitaire. Mais donc du coup, si en fait vos cellules n'arrivent pas à se spécialiser ni à gauche ni à droite, enfin bref, n'arrivent pas à devenir des petits soldats du système immunitaire, en fait, vous n'allez pas pouvoir vous défendre facilement. D'où le fait qu'on peut greffer, parce que du coup on est déficient en système immunitaire, je vais parler. Du coup on peut greffer le système immunitaire de quelqu'un d'autre sur soi. Pour peu que ça soit compatible, parce qu'il y a une histoire de compatibilité. Ouais, il y a une histoire de. Il faut trouver un patient qui soit compatible. Il faut qu'il n'y ait pas de rejet de greffe. C'est une greffe comme quand on fait une greffe de foie, une greffe de poumon, une greffe de. Mais là, c'est quel organe qu'on greffe? Enfin, c'est quelle partie? Donc là, c'est la moelle osseuse. Alors, la moelle osseuse, c'est ce qu'il y a dans tous les os, principalement les gros os. Donc, par exemple, dans tout ce qui est fémur et tibia. Donc, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un tissu, c'est un truc un peu mou. C'est pas quelque chose qui est physique comme un foie ou comme un rein qui est délimité. C'est plus compliqué. Donc c'est pas vraiment un organe comme on a l'habitude d'en entendre parler. Et on te l'injecte à l'intérieur de l'os. Alors là, je sais pas pour le coup pour l'injection. Je suis pas sûr que tu aies besoin parce que en fait, on peut juste le mettre dans ton. Je pense qu'on peut faire ça sous forme un peu d'une prise de sang entre guillemets, enfin plutôt d'une injection. Et en fait, les cellules vont aller coloniser la moelle. Ah ok, oui, en plus je crois qu'on en avait déjà parlé dans un Balance ta science, mais je me souviens plus, c'est horrible. Parce que, et donc là, pour le coup, pour cette histoire de greffe, ça veut dire qu'il faut être des donneurs compatibles. Et quand on parle donc du don de moelle osseuse qu'on peut faire, le don de moelle osseuse, en fait, donc vous pouvez être inscrit au registre français du don de moelle osseuse. Et là, pour le coup, en fait, votre moelle, lorsque vous faites un don, ça peut être effectivement pour quelqu'un qui a une maladie immunitaire ou pour quelqu'un qui a un besoin pour un cancer. Et d'ailleurs, petite précision, le don du moelle osseuse, on s'imagine souvent qu'on doit se faire une ponction lombaire, qu'on hurle de douleur, etc. pendant des heures. Souvent, en fait, c'est fait par dialyse, un don de moelle osseuse. Donc, c'est-à-dire que vous restez branché à une machine. Ouais. Donc, ça passe dans le sang, en fait. Et du coup, votre sang est passé dans une machine pendant 2, 3, 4 heures. Et c'est tout. Pas tout, là, il n'y a pas de souci. Et oui, et puis il est filtré, le sang est filtré, on ne retient que la partie intéressante. Que les cellules de la moelle, que les cellules de la moelle qui sont en fait qui sont passées dans le sang, et après on peut les réinjecter à un patient et vous retournez dans l'os. Ok, super intéressant. Donc voilà, tu as présenté. Il y a d'autres techniques peut-être de traitement. Il y a d'autres traitements qui existent. En leucémie, c'est surtout ça. C'est la chimiothérapie et après les greffes. Ouais. Ok. Et donc là, on va enfin parler du sujet peut-être. Du coup, on vous avait prévenu. Non, si vous avez d'autres questions, il n'y a aucun problème, et tant mieux, parce que là, on a vraiment mis une bonne base, je trouve, sur ce que sont que les cancers, en particulier la leucémie, en parlant aussi des traitements. Il y aurait d'autres choses qu'on pourrait aborder, donc n'hésitez pas à poser vos questions. En fait, quand je parlais du sujet en lui-même, c'est le côté résistance, qui était effectivement dans le titre du stream, quand le cancer fait de la résistance, parce que, en fait, c'est difficile de... vous le savez sans doute, mais voilà, guérir d'un cancer, c'est pas toujours facile. Et la question, c'est de savoir pourquoi le cancer résiste si bien finalement au traitement qu'on essaye d'appliquer. Et donc ça, c'est ton sujet en fait de thèse. Ouais. Donc toi, centré sur un type de leucémie en particulier, quoi. C'est ça, cette question-là qui est super importante, en fait, qui est peut-être la question la plus importante parce qu'on a des traitements maintenant pour la plupart des cancers. Et pourquoi est-ce qu'on ne guérit pas tout le monde ? Quel est le problème, en fait ? Pourquoi est-ce que c'est ça ? Pourquoi est-ce qu'on a des molécules, des médicaments qui marchent, mais pourtant des cellules qui survivent quand même ? C'est ça, c'est ça le sujet de ma thèse. Alors, je ne suis pas le seul à travailler dessus parce qu'il y a des dizaines de chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là à travers le monde, même plutôt des centaines. Mais c'est une question qui est super importante au final pour qu'on puisse guérir les gens, réellement, pas juste pouvoir les traiter. En gros, les mécanismes qui font que le cancer arrive à s'adapter, en fait, à créer ses propres armes contre le traitement, quoi. Et donc, c'est là qu'est le centre
du problème, ça, c'est cette histoire d'adaptation et d'évolution en fait qu'il Mhm. y a dans la tumeur, dans le cancer. Parce que voilà, déjà, on n'a même pas parlé du terme de tumeur depuis le début, mais qu'est-ce que la tumeur, déjà? Alors, globalement, on peut souvent comparer, on peut souvent dire qu'un cancer c'est une tumeur c'est un cancer, si on veut Mhm. de façon simplifiée. Pour être plus précis, une tumeur, en fait, c'est un peu une unité physique. Parce que par exemple, ou une patiente qui va avoir un cancer du sein, peut-être, elle va peut-être avoir une tumeur principale à un endroit, dans un sein, et peut-être qu'elle va avoir ensuite d'autres tumeurs, des métastases, et à chaque fois, du coup, ce sont des tumeurs différentes. Donc la tumeur, en fait, c'est une entité physique. C'est à Mhm. un endroit du corps, quelque chose, un groupe de cellules. Ah, c'est ça. Donc on peut avoir plusieurs tumeurs et ça forme un cancer, globalement. D'accord. Et Mais souvent, on peut dire les deux, hein, tumeur, cancer, cancer, tumeur. donc les cancers s'organisent en tumeurs. Enfin, je veux dire, la maladie, Ouais, les tumeurs, on c'est peut des dire zones de ça. concentration, en fait, où les cellules sont, se prolifèrent. Et donc, quels sont, en fait, enfin, est-ce que on connaît un petit peu, justement, les mécanismes que met en place les cellules cancéreuses Il pour y a, résister au traitement? Qu'est-ce qui se passe, en il y a- fait? En fait, il y a plein de façons différentes de le voir. Du point de vue de la cellule, imaginons, je suis une cellule cancéreuse, il y a un médicament qui arrive pour essayer de me tuer. Alors, je peux Mhm. agir de plein de façons différentes. Déjà, je peux empêcher le médicament d'entrer. Donc, ça veut dire que, imaginons que le médicament il rentre euh, par, euh, par une zone spéciale de la membrane qui entoure la cellule, eh bien, je peux fermer cette zone ou la modifier. Imaginons ensuite que le médicament arrive à rentrer dans la cellule. Eh bien, je peux essayer de trouver un système pour faire sortir le médicament. S'il rentre puis qu'il sort, puis qu'il rentre puis qu'il sort, Ah bah, oui, on n'a pas il de est jamais problème. délivré, quoi. Il est jamais délivré, il n'atteint jamais sa cible. Mhm. Si par exemple, ce médicament il cible un composant particulier de la cellule, je peux modifier ce composant. Si je le fais disparaître ou je le modifie, plus de cible, plus d'action. Ouais. Donc en fait, il y a plein, 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 plein de manières. Et au final, le cœur du problème, c'est plutôt que essayer de comprendre le mécanisme là, au final, particulier, c'est aussi de se demander à quel moment, comment est-ce que la cellule, elle arrive à s'adapter. Ouais, qu'est-ce Et en qui fait, c'est là qu'on comprend que un cancer, c'est pas du tout un truc figé. C'est pas juste des cellules qui vont se diviser et puis voilà, on a un paquet de cellules. En fait, ce qui va se passer, c'est le problème, c'est de la théorie de l'évolution en fait qui rentre en jeu. Et c'est l'idée que il y a toujours une pression de sélection, c'est-à-dire qu'il y a toujours des événements, un environnement qui va jouer sur l'organisme, sur la cellule, peu importe ce qu'on regarde. Et donc, ça va favoriser l'apparition de certains éléments. Par exemple, quand on a plein, plein, plein de bactéries et qu'on utilise un antibiotique, Mhm. eh bien, il y a un moment où il y a une bactérie qui va apparaître, qui va, elle, être résistante à cet antibiotique. Toutes les bactéries vont disparaître, sauf celle-ci. Et Ouais, donc, celle-ci elle va va avoir toute la proliférer. place, D'accord. elle va proliférer, et on aboutit à à l'antibiorésistance. Putain, c'est fou ça. Mais du Eh coup, ben, ça marche de la même manière avec et c'est le ça qui est cancer. dingue. Ça marche de la même manière. Le problème de la résistance aux antibiotiques, de la résistance aux herbicides, de la résistance des traitements dans un cancer, c'est la même chose. D'accord. Donc, mais C'est le même mécanisme en fait. en fait, ça rend presque le cancer vivant entre guillemets, comme si c'était un organisme vivant à Ouais, l'intérieur de notre organisme, quoi, qui se tout à fait. défend. C'est un organisme dans un organisme. Mais c'est exactement ça en fait. C'est une très bonne façon de le voir. C'est un organisme dans un organisme. Lui, il a son petit objectif, il veut proliférer. Quoi qu'il en coûte, ça peut tuer son hôte, il s'en fiche, il faut proliférer, 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 proliférer. C'est quand même fou parce que c'est fou pour deux choses là qui traversent la tête. C'est fou parce que d'une part, c'était initialement des cellules de notre organisme qui se sont fait un peu hacker finalement et qui ont Ouais, commencé à partir en couille. Donc en fait, elles se rebellent et elles foutent le bordel. Et d'autre part, bah, c'est cette idée qu'elles s'en foutent de leur hôte, quoi. Parce que ça aussi, c'est. Enfin, je veux dire, parce qu'on pourrait voir le cancer comme un parasite, mais il y a, enfin, justement, les parasites, souvent, ils ont des stratégies où c'est bien aussi que leur hôte survive ou vive assez longtemps pour transférer justement la maladie. Mais là, c'est même pas le cas, quoi. C'est-à-dire que c'est juste prolifération jusqu'au bout, quoi. C'est mm, comme si c'est ça. c'est la destruction par nature, quoi. Enfin bon, peut-être Ouais. un peu loin, un peu trop loin dans Non, mais c'est l'interprétation, c'est dans la ça. projection. En fait, c'est ça, hein. Il y C'est a pas quand même d'idée de fou. transmission. Ouais, il Donc n'y en a pas de fait, ça transmission, va jusqu'au. Il n'y a c'est pas pas de une maladie transmission d'un qui se individu à transfère. l'autre. Ouais, Donc ça va jusqu'au bout. d'accord.
Et donc oui, tu essaies de comprendre ouais, comment ça marche au niveau de cette population de cellules finalement pour qu'il Ouais, y en ait qui développent certains outils à cause de la pression de l'environnement. C'est quelque c'est chose de ça. très... comme des organismes vivants qui seraient soumis aux lois de la sélection naturelle avec... Mhm. en fonction de l'environnement, certains survivent et ceux qui survivent justement parce qu'ils ont développé des outils pour... Et donc du coup ça on l'observe au cours des traitements, j'imagine que, Ouais. par exemple, une chimiothérapie, on va peut-être devoir changer de médicament au cours d'une chimio parce qu'on se rend compte que le médicament initial marche plus, c'est ça, par exemple? C'est le genre de Alors, truc? souvent, ça va pas être au cours de la chimio, mais c'est D'accord. exactement cette idée-là. On le voit beaucoup en leucémie, c'est-à-dire que on a un patient, on va le traiter avec une chimiothérapie standard. Hmm. Il va entrer en rémission, et 3 mois après, il revient à l'hôpital. Il a à nouveau sa leucémie. Sauf que ce qu'on observe, c'est qu'en fait, c'était une sous-population de Ah ouais. départ, qu'on avait identifiée au tout début, Hmm. qui est devenue ultra majoritaire. Parce qu'en fait, cette population-là qui était dans le cancer, eh bien, elle était résistante. Et du coup, ah ben, impec, on libère la place. Et après, elle fait ce qu'elle veut. Il y a de la place, et zou, bah, c'est parti, on prolifère, on prolifère. Et donc, on se retrouve avec une deuxième leucémie qui est très très semblable à la première, mais on a cette population-là qui résiste. Donc, on sait qu'en fait, si on redonne le même traitement, ça marchera pas. Hmm. Donc là, il faut trouver autre chose. Et le problème, c'est qu'à la fin, ça finit par être une guerre d'armement où il faut toujours trouver un nouveau médicament pour Ouais, pouvoir contrer lutter le... contre ces ennemis. Il y aura toujours, voilà, donc c'est compliqué. C'est pas vain. Il y a des façons de s'en sortir. Il y a des patients qui s'en sortent, heureusement. Mais c'est ça la cause de la rechute, en fait. C'est qu'on va avoir des cellules qui vont avoir de façon innée ou alors qui vont s'adapter et qui vont du coup devenir résistantes. Et donc celles-ci, elles vont survivre et après, elles vont proliférer. Même s'il y en avait 100, il y avait que 1% des cellules au départ qui étaient résistants, et ben c'est Ouais, suffisant au final pour pour que que après ça reprenne. ça soit l'origine de la rechute. Tout à Ok, fait. ça c'est fou. Il y a eu une longue discussion dans le chat à propos de la métastase. Qu'est-ce qu'on appelle la métastase par rapport à la tumeur? C'est quoi? Quelle est la différence? Alors, Qu'est-ce la qu'une métastase, métastase? Ouais. c'est une autre tumeur, donc c'est-à-dire que c'est là où il y a la distinction entre cancer et tumeur. Donc Ouais. ça va être une tumeur qu'on dit souvent secondaire. Donc en fait, ce qu'il faut voir, et là c'est encore un peu cette histoire d'organisme. Mhm. Dans l'organisme, c'est qu'on va avoir la tumeur d'origine qui va tellement proliférer qu'à un moment, ce qui va se passer, c'est que certaines cellules vont sortir de cet organisme-là et souvent vont passer par le sang et vont s'installer ailleurs dans l'organisme Ok. et donc former une deuxième tumeur qui là va être différente. Par exemple, un patient qui va avoir un cancer colorectal et qui va avoir une métastase dans le foie. Ok. Il Donc ça veut développe dire un autre qu'on aura cancer. voilà, on va avoir le cancer vraiment colorectal et un cancer du foie qui se développe. Ok. Ah ouais, c'est chaud. Ça devient. Et ça, c'est un truc, c'est un truc, il faut se rendre compte que d'un point de vue biologique, c'est un tour de force parce que ça veut dire que une cellule cancéreuse qui est adaptée pour vivre dans un environnement, par exemple dans le côlon, qui va devoir se transformer pour pouvoir migrer dans le sang, survivre dans le sang, Hmm. atteindre le foie, puis se transformer pour pouvoir migrer dans le foie, et ensuite s'installer et coloniser le foie. Ouais. Donc en fait, il y a un nombre Donc, d'étapes, de barrières à franchir qui est incroyable, qui quoi. est, qui Donc est énorme. Et pourtant, encore une fois, il y a des cellules qui arrivent à le faire. Et ça, du coup, on connaît maintenant assez bien comment ça se passe. Ça dépend beaucoup d'un cancer à l'autre. Mais par exemple, pendant des années, c'était un mystère. Pourquoi est-ce que les cellules de cancer du côlon vont majoritairement dans le foie? Pourquoi est-ce qu'elles vont pas dans le pancréas, dans ah le oui. rein, dans le sein, etc. Et en fait, il a fallu des années pour comprendre que en fait, ce qui se passait, c'est que le foie était plus attractif. Pas forcément parce qu'il était proche géographiquement, dans Mhm. le corps, mais parce qu'en fait, il exprime le foie, les cellules du foie expriment certaines protéines, certains éléments que les cellules du cancer du côlon vont pouvoir reconnaître. D'accord. Ouais. Et du coup, elles vont reconnaître. En fait, ça fait C'est un peu comme un familier, principe quoi. d'un aimant. Ça va faire un aimant et hop, à Ouais. Bézou, on y va. Et on Ouais, s'installe là. c'est le même. Enfin, il y a des molécules, enfin des protéines, comme tu disais, qui sont familières en fait pour la cellule Ouais, cancéreuse et qui dit ah mais c'est ça ça. c'est chez moi, j'y vais quoi. Ça, je En connais. gros, c'est. Et oui, tu as parlé de transmission en disant que c'était pas. La plupart du temps, c'est pas transmissible. J'ai l'impression qu'il y a des exceptions. Il y a Eltaérion qui parle des diables de Tasmanie qui peuvent se propager par morsure le cancer d'un individu à l'autre. Je sais pas si c'est quelque chose qui Ouais, effectivement alors existe. ça, c'est des exemples qui sont incroyables aussi, toutes ces Hmm. histoires-là, et c'est un peu à la base de la cancérologie.
Alors oui, globalement, ça n'est pas transmissible. Et effectivement, il y a des exceptions. C'est là que c'est intéressant. En fait, ce qui va se passer globalement, la plupart du temps, c'est que ce n'est pas le. Alors là, pour le diabète de Tasmanie, peut-être que c'est le cas, mais globalement, souvent, c'est pas le cancer en lui-même qui va se transmettre. D'accord. Souvent, ce qui se passe, c'est plutôt en fait des éléments qui sont à l'origine des cancers. Il y a quelques cancers qui ont été identifiés qui sont causés par des virus. Par exemple, euh, chez la femme, le vaccin contre le papillomavirus est recommandé parce que le papillomavirus, c'est un virus qui peut causer des cancers de l'utérus. Mhm. Et donc l'idée, c'est si on vaccine, pas de virus, donc pas de cancer. D'accord. Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est que c'est ce virus qui peut être transmis. Et ce qui est intéressant, c'est que au tout début du XXe siècle, euh, on se connaissait très très mal les cancers. Mhm. Vraiment, mais on avait quasiment aucune notion de ce que c'était. Et donc, il y avait la question de qu'est-ce qui est à l'origine du cancer. Là, on a parlé, nous, des gènes, des mutations, etc. Et en fait, le premier gène qui a été identifié comme ça, c'est parce que c'était un chercheur qui avait vu des poulets qui développaient un cancer. Et lorsqu'il prenait les cellules de ce cancer, qu'il les broyait et qu'il récupérait le jus, et qu'il l'injectait dans un poulet, le poulet finissait par tomber malade d'un cancer aussi, du D'accord. même cancer. Ok. Et donc en fait, on a fini par comprendre que ce qu'il y avait dans ce jus, c'était un virus particulier qui exprimait Ah, une protéine particulière qui rendait les cellules infectées cancéreuses. d'accord. Donc c'est la transmission d'un virus en fait. Là, du coup, la Du coup, cause c'était était la le virus, transmission quoi. de... Ok. La cause était le virus, tout à fait. D'accord. Ok, ok. Donc oui, encore une fois, voilà, tout dépend des types de cancers dont on parle et par quoi ils sont causés. Donc, ok, ouais, ouais, c'est super intéressant. En tout cas, c'est ce sujet-là autour de la résistance. Enfin, ça rend le cancer une entité encore plus intelligente entre guillemets, ou du moins intéressante Mm. et complexe en fait, parce que Ouais, développe ses propres mécanismes, ses propres outils. Il évolue comme une population d'individus qui ont ses forces et ses faiblesses face à différentes situations. Et, euh, et donc ça rend d'autant plus compliqué la lutte finalement contre ça. Et, euh, et j'imagine que c'est en mieux justement le comprenant qu'on peut trouver d'autres idées pour pouvoir lutter contre. Est-ce que justement aux recherches qui sont faites par toi, ton équipe et ou cet univers, on va dire, de chercheurs, il y a de nouveaux types de traitements qui sont pensés, un peu imaginés peut-être sur le papier, même si c'est pas encore réalisé, par exemple, des choses. alors nous, dans notre équipe de recherche, c'est un cas d'école, c'est un des exemples, effectivement, où donc c'est dans la leucémie grippromyélocytaire, en fait, c'est une leucémie qui est très très rare. Hmm. Et tous les patients ont tout le temps le même profil, c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps la même altération génétique. Et donc, dans les années 50, quand la maladie a été caractérisée, c'était une maladie qui était très 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 grave, c'était le pire pronostic, c'est-à-dire que les patients arrivaient souvent à l'hôpital très tard, et une semaine après, ils étaient morts, parce qu'on n'avait aucun traitement, on ne savait pas quoi faire. Ah ouais. Donc la première étape, ça a été quand la chimiothérapie est arrivée dans les années 60-70, on faisait de la chimiothérapie. Donc là, c'est-à-dire que c'est la méthode un peu bourrin, hein, on ne savait pas exactement ce qui se passait, chimiothérapie, chimiothérapie. Ça guérissait certains patients, mais bon, c'était pas trop ça. C'est pour Et ça puis un jour, en d'ailleurs, fait, enfin excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que vas-y, vas-y, est-ce que vas-y. est-ce que c'est ça qui a aussi créé l'image de la chimiothérapie très négative, en mode on savait pas quoi donner, donc on donnait ça et ça a fait un peu un traitement de bourrin, Ouais, malheureusement, oui. ça a Malheureusement, en fait, la participé à façon. créer ça. Ouais. Ouais, ça participait clairement parce que la façon dont la chimiothérapie a été utilisée, a été développée, c'est ça, c'est on testait des dizaines de molécules différentes jusqu'à Mhm. trouver un truc qui marchait pas trop mal chez les patients, et puis là on l'utilisait. On testait, on regardait si on pouvait, jusqu'à quelle dose on pouvait aller avant que le patient il ait trop d'effets secondaires, et on y allait. Et donc malheureusement, en fait, il y a eu cette médecine dans les années 80, beaucoup, puis qui se prolonge un peu, mais bon, maintenant on a plus de connaissances aussi. C'était une médecine qui était vraiment basée sur l'empirisme. C'était, on testait un truc, ça marchait, on donnait à tout le monde. D'accord. Ça pouvait être super toxique, ça pouvait marcher que 1% du temps. Allez hop, on y allait. Maintenant, on a beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de connaissances et de compréhension des cancers derrière nous, donc on est beaucoup plus fin, même Mhm. si c'est encore pas ça, il faut le dire, c'est encore loin d'être le cas. Ok. Ok. Pour en Donc, revenir là du ouais. coup sur la leucémie que j'étudie, ce que l'équipe dans laquelle je suis a découvert, mais ça c'était dans les années 80-90, c'est qu'en fait, euh, donc dans cette leucémie il y a une seule altération, il y a toujours la même altération, et quand il y a cette altération là particulièrement, il y a une protéine qui s'appelle PML-RARA qui est exprimée. Ce qui est important, c'est que PML-RARA, c'est pas une protéine normale, on la trouve pas normalement dans les cellules. Et Mhm. ce qu'on a découvert, c'est que lorsque l'on utilise un dérivé de la vitamine A,
qu'on le met dans les cellules leucémiques, ce Ouais. dérivé de la vitamine A va se fixer sur cette protéine et va la détruire. Ok. Et en la détruisant, il va induire la différenciation. Donc, c'est-à-dire que si on a sur le... Je sais pas s'il y a encore le schéma de la Ouais, bien lignée... sûr. Si, ouais, je peux le... voilà. Et donc, sur ce schéma-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les cellules cancéreuses qui sont toutes bloquées à l'étape rouge dans les progéniteurs myéloïdes vont toutes se différencier d'un coup. Donc, quand tu dis se Donc, tout le monde différencier, va c'est se différencier, spécialiser, tout le monde se c'est-à-dire spécialise. elles vont aller, Aller vers les enfin, elles vont macrophages, vers les évoluer. D'accord. thrombocytes. Donc, en fait, elles vont Et évoluer, donc, en fait, elles vont continuer leur évolution vers voilà, une cellule qui, elle, va être utile pour notre organisme. Donc, les c'est ça. globules C'est-à-dire que, rouges, érythrocytes, ouais, macrophages. en fait, on lève le C'est- blocage. On lève le blocage des cellules cancéreuses. Et donc, en D'accord. fait, tout le monde va retrouver un job normal. C'est fou. Et donc, plus de manifestations, plus de problèmes, tout le monde se calme, La tout va manif, bien. la manif La est manif éclatée, s'arrête. c'est bon. Tout le monde rentre chez On soi. veut une leucémie. Voilà, tout le monde rentre chez soi, tout le monde va bien. Horrible de faire ce Et donc, parallèle. Mais ok. c'est horrible. Surtout quand on connaît le bord politique de Twitch. Mais c'était la petite parenthèse gratuite. Au, On reprend. au moins Du c'est coup- clair pour tout le monde. Oui, c'est clair comme Donc, image. ça règle le problème. Donc, en fait, c'est ce qu'on a découvert, c'est que en utilisant une molécule particulière, donc c'est un dérivé de la vitamine A, donc beaucoup moins toxique qu'une chimiothérapie classique, en faisant ça, ça nous permet d'éviter un traitement fort, un traitement violent, Ouais. et de régler le problème. Et donc, en fait, on a découvert comme ça un traitement qui est super efficace. Et on a D'accord. combiné ça avec de l'arsenic. Donc, Oh. c'est un poison, mais utilisé à de faibles doses, ça va permettre de stimuler l'effet de la vitamine A. Mm. Et donc, en utilisant cette combinaison, on est passé d'un taux de survie des patients qui était autour de 30 à 50% avec la chimiothérapie à 95%. Donc, les patients ne sont plus traités avec de la chimiothérapie. Et lorsqu'on les diagnostique avec cette leucémie-là, on est capable, à quasi coup sûr, de les guérir. Tout ça, c'est parce qu'on a découvert ce qui se passait, on a compris ce qui se passait dans ce genre de cancer, et qu'on a trouvé une façon ciblée de répondre, de résoudre le problème. Ok, mais là, c'est que pour ce cancer-là très spécifique. C'est que pour ouais, voilà. Donc, et alors, il y a de plus en plus d'exemples comme ça, qui sont de plus en plus, voilà. Mais malheureusement, c'est encore pas le cas de tous les cancers. Ouais, ok. Attends, l'arsenic, tu m'as dit, ça va détruire en plus la cellule, c'est ça? Non, attends, excuse-moi, c'est le rôle de l'arsenic dans tout ça. Alors, le rôle de l'arsenic, c'est qu'en fait, ça va stimuler l'activité de la vitamine A. Ah oui, ça va lui et ça va permettre d'améliorer la spécialisation des cellules. Ok, donc comme la vitamine A va être encore plus active, entre guillemets, elle va empêcher, elle va bloquer cette fameuse protéine dont tu parlais tout à l'heure, je me souviens plus de son nom. PML-RARA, voilà, et en bloquant cette protéine, la cellule va pouvoir se spécialiser et tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc on guérit les patients. Ah ouais, c'est fou comme le traitement, enfin l'arsenic qui est intuitivement un élément quand même assez toxique quand même pour l'organisme. Peut avoir un rôle aussi guérisseur Après la chimie, enfin tout ce qui est autour de la chimie des médicaments, là en cancérologie, c'est souvent des histoires comme ça. La naissance de la chimiothérapie, c'est l'invention du gaz moutarde. Donc on n'est pas du tout dans la question de traitement de cancer. Mais en fait, on a découvert, les gens ont découvert l'existence de la chimiothérapie parce qu'il y avait ce gaz moutarde là. Et qu'en fait, donc, je sais plus à quel moment c'est exactement, mais après une des guerres dans lesquelles ça a été utilisé. Première guerre mondiale, je crois, le gaz moutarde. Les gaz de combat, en fait, non, c'est les premières guerres. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Avec Fritz Haber, les procédés de. Ça, c'est ça alors. Il me semble que c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, il y avait un bateau dans lequel se trouvaient des Italiens, et il y avait beaucoup de gaz moutarde dedans. Et le bateau explosait, ou alors je sais plus ce qui s'est passé, mais en tout cas, le gaz moutarde a été libéré dans le bateau. Et donc, tous les Italiens qui étaient présents à bord sont morts. Enfin, c'était que les Italiens qui sont tous morts. D'accord. Mais ce que les médecins qui sont venus, enfin, après, il y a des médecins qui sont venus pour faire une autopsie, et ce qu'ils ont observé, c'est que ces personnes-là, il y avait quelque chose d'étrange dans leur moelle. C'est-à-dire que le gaz moutarde avait éliminé la plupart des cellules dans la moelle. Donc on a découvert à ce moment-là que potentiellement une molécule, c'était pas encore un médicament, et heureusement ça n'a jamais été utilisé comme médicament, hein, mais ça voulait dire que des agents qu'on pouvait ingérer comme ça étaient capables de modifier le cœur de nos os. Et donc après on s'est dit, peut-être que donc, dans des leucémies, quand on a découvert toutes ces leucémies, qu'on a compris comment ça marchait, on s'est dit peut-être qu'on pourrait utiliser ce genre de molécules pour traiter des cancers. C'est quand même fou le parallèle quoi, entre un gaz de combat mortel
Après l'autopsie des corps et le parallèle avec ça pour dire putain en fait on peut guérir des trucs, on peut faire changer des choses dans notre organisme. C'est sacrément capillotracté comme histoire, mais c'est ça qui est... Mais c'est ce qui s'est passé, c'est dingue, quelqu'un a eu l'idée de faire ça. Voilà. Bon après, je suis pas sûr que les premiers patients étaient au courant qu'on leur mettait ça. Hein. Oui, c'est trop fort rien, vous inquiétez pas. C'est ça, vous inquiétez rien pas. de bien méchant. C'est vrai on n'utilise plus de gaz moutarde. Comment on a découvert le rôle de la vitamine, enfin le dérivé de la vitamine A, du coup c'est pas exactement la vitamine A, c'est ça, c'est une sorte, ça ressemble mais c'est pas ça. Ouais, c'est un dérivé. Comment ça a été trouvé, c'est vrai en fait, est-ce que c'est un peu fortuit ou parce que on a étudié des interactions entre molécules et à force d'études on s'est dit mais c'est celle-là, cette molécule de cette forme-là, elle va bien réussir à décomposer la fameuse protéine méchante entre guillemets des cellules cancéreuses. C'est quoi en fait? Ouais, c'est suite à de longues études à l'échelle de plutôt, enfin, des études biomoléculaires, on va dire, ou c'est un peu un coup de chance? C'est un coup de chance dans le sens que la façon dont ça a été pensé, c'était la méthode Borel encore une fois. C'est des médecins qui ont pris plein de molécules différentes et qui ont testé toutes ces molécules différentes. Alors pas sur des humains, pas sur des patients, encore une fois. Non, là c'était sur des cellules qui étaient cultivées en laboratoire. Et donc en fait, elles ont été soumises, donc c'est des cellules leucémiques en laboratoire, et elles ont été soumises à plein de molécules différentes. On a regardé lesquelles les tuaient. Et donc là, on a découvert le rôle donc, de ce dérivé de la vitamine A. Et après, on a toute la science qui est arrivée. On a compris comment ça marchait, cette histoire avec donc, Rara, que la vitamine A se fixait dessus, que ça dégradait, etc. Okay. Mais il y a effectivement beaucoup de recherches maintenant, donc pas sur notre leucémie, mais sur d'autres leucémies, où là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on comprend que chez ce patient-là, il y avait telle modification qui entraînait telle protéine, etc. Et ensuite, on développe des molécules qui vont pouvoir se fixer dessus, le bloquer, le dégrader, peu importe, et permettre de soigner, en tout cas de tuer ces cellules-là. Non, c'est fou comme... Enfin, il faut les deux de toute façon. Enfin, il faut les deux approches. Ça aide beaucoup de faire... Enfin, en fait, on parle de découverte fortuite, mais en même temps, elle n'est pas... Encore une fois, des fois, les choses qui nous paraissent fortuites ne le sont pas non plus totalement. C'est jamais totalement du hasard, dans le sens où il y avait un contexte de recherche dans lequel des chercheurs se sont essayés à tester plein de molécules différentes. Donc forcément, vous allez provoquer la chance si vous commencez à travailler énormément et à essayer plein de traitements différents. Au bout d'un moment, vous avez une chance que ça marche, entre guillemets. Donc en fait, c'est de la chance souvent provoquée, quoi. Finalement, ça tombe jamais non plus comme ça du ciel. Mais oui, c'est intéressant aussi de voir que ça peut des fois arriver un peu quand même sur le coup du hasard, mais qu'il faut après comprendre ce qui se passe vraiment pour... de trouver de nouvelles solutions qui soient plus optimisées et qui guérissent du coup d'autant mieux. Ok, je vais prendre... il y a encore quelques questions dans le chat. C'est toujours utiliser le méthotrexate. Méthotrexate, ça te dit quelque chose? Méthotrexate? Pas du tout. Voilà. Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas ce médicament. Je sais pas. N'étant pas médecin, je les connais pas tous. Et bah voilà, du coup on n'aura pas la réponse et c'est pas grave. La composition sanguine d'un patient guéri est-il différent du sang du même patient avant sa maladie? Un patient est différent du sang de... Ah oui, en gros, avant qu'il soit malade, est-ce que après, une fois qu'il soit guéri, on revient à la même composition en gros? Parce qu'on s'imagine que quand t'es sain, t'as une composition, après quand t'es malade, ça change de la leucémie. Et après, quand tu reguéris, est-ce que tu reviens à la composition initiale ou pas? Ouais, c'est ça. Tout à fait, on revient à une composition initiale, le patient a le même profil. Bah voilà. C'est beau. Et bah voilà, on a fini. C'est tout. Non, on va arriver progressivement vers la fin et je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon parce qu'il est déjà 22h15 et que voilà, je réserve encore quelques minutes pour les dernières questions, éventuellement reprendre celles que j'ai pu rater. Donc n'hésitez pas si vous voulez reposer des questions sur le sujet ou revenir sur certains points qu'on a abordés. Je sais pas, déjà merci beaucoup Gaël, on peut t'applaudir parce que avec franchement plaisir. C'était excellent, donc des applaudissements. Merci beaucoup, merci pour ta participation. C'est pas totalement fini parce qu'il peut y avoir encore des petites questions, mais moi je voulais savoir déjà si tu voulais rajouter éventuellement des choses de ton côté concernant la leucémie et la résistance, ou
parler des traitements ou parler de la résistance à la leucémie? Enfin, je pense qu'on a déjà vu beaucoup de choses. On a déjà abordé pas mal de sujets. En tout cas, ce qui est super important, c'est ça. On en parlait là, c'est ces deux approches qui a à la fois besoin des médecins qui ont des idées, qui vont tester des nouveaux médicaments, et besoin de la recherche qui va permettre de mieux comprendre ces maladies-là pour pouvoir ensuite apporter les traitements aux médecins. Donc c'est vraiment ces deux approches-là qui sont fondamentales. Donc on a besoin des deux. Et souvent on oublie le rôle de la recherche dans notre vie au quotidien en fait, mais c'est super important. Et le jour où on est malade, on est bien content qu'il y ait des gens qui aient Qui ont trouvé des travaillé solutions. des années pour ça, quoi. Même si ça a mis du temps, beaucoup d'argent, beaucoup de travail, justement, c'est le principe en fait de la recherche que de travailler des longues années sur des sujets très pointus, mais pour avoir des solutions ciblées pour votre problème, justement. Donc, ouais, c'est un beau message que tu passes. Et encore une fois, merci beaucoup pour ton intervention. Les gens ont adoré, ils le disent dans le chat en tout cas. J'ai vu plusieurs messages pendant la discussion qui louaient tes performances de communicant. Et c'est vrai que c'est vrai que tu es super à l'aise à l'oral. Bon, je pense que le podcast aide aussi, ça se voit que tu parles très très bien, très distinctement, avec des belles analogies qui permettent à tout le monde de comprendre. Donc on sent un petit peu l'expérience dans la communication. Donc c'est top. Je rappelle ton podcast 3,9 que vous pouvez retrouver sur internet, qui traite de méthodologie de travail et de tips pour s'organiser dans son travail, dans ses projets, dans sa vie, que vous pouvez retrouver. Toi, comment tu as trouvé l'exercice? Moi j'adore la vulgarisation. Enfin, je trouve que déjà, je trouve qu'en fait c'est important parce que ça fait partie de notre mission en tant que chercheur, parce que la science est payée par les citoyens, et donc la science doit revenir aux citoyens. Donc déjà pour moi c'est inconcevable de faire de la recherche sans communiquer aux pairs, oui, mais surtout communiquer au grand public. Donc déjà je trouve que c'est super important, ça fait partie de notre mission. Et en plus c'est un exercice que j'adore parce que j'adore transmettre mes connaissances et essayer de rendre ça accessible au plus grand nombre. Et là on a de la chance parce que j'ai pas parlé dans le vide pendant 2 heures. Enfin on a eu des questions, on a des interactions. Donc c'est cool de pouvoir faire ça en live et de pouvoir échanger avec tout le monde dans le chat. Ouais, Donc c'est un très bon exercice, merci d'avoir organisé ça. Bah avec plaisir, moi c'est un honneur pour moi de recevoir quelqu'un qui est aussi à l'aise avec son sujet et qui peut en discuter librement et ouvertement, donc ça c'est vraiment top, voilà, d'avoir quelqu'un qui peut s'exprimer comme ça aussi facilement, donc c'est vraiment excellent. Moi j'ai adoré, franchement ça a été... J'ai pas vu le temps passer, c'est allé super vite et tu nous as régalé avec toutes ces histoires et t'as été ultra pédagogue sur les différentes notions qu'on a pu aborder. Donc, moi, c'était un régal d'animer ça. J'ai rien eu besoin de faire de très spécial parce que t'expliquais déjà super bien. Donc, il n'y a aucun problème. Et donc, voilà, les gens attendent une chaîne Twitch de ton côté. Peut-être ça sera le cas ou pas. Non, c'est pas en projet. T'as déjà beaucoup de travail. T'as déjà beaucoup d'autres projets à gérer. Je prends note. Pour l'instant, c'est pas encore au programme. Il y en a qui seraient prêts à claquer leur sub chez toi, en tout cas. T'as tellement bien vendu ton sujet. Bon, en tout cas, si des gens ont encore des questions éventuellement, parce que là, on va rendre l'antenne, mais si ils veulent en savoir davantage, vous pouvez toujours déjà te suivre sur ton Twitter, et éventuellement te poser des questions sur Twitter. Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir aussi, du coup, tes sites internet. Alors, tu as smartjohn.com, qui est ton site où tu regroupes tes différents projets, dont le podcast 3,9, qui se trouve sur la plateforme de encore.fm, c'est ça? Ouais, alors, c'est ça. Alors, là encore, en fait, regroupe tout. Donc, via Encore, où vous pouvez accéder sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast. Sur n'importe quelle plateforme de podcast, on peut accéder à 3,9. Ok. Je vais mettre le replay et je vous reviens. Je suis arrivé sur la fin, nous dit quiconque. Il n'y a pas de problème. Si vous venez d'arriver en plein milieu ou à la fin, sachez que le replay sera disponible dès ce soir. En fait, dès que je clique sur arrêter le streaming, en fait, il devient disponible sur Twitch. Donc vous pourrez le regarder soit directement ce soir si vous n'êtes pas trop fatigué, ou sinon demain et même là pendant 15 jours, vous pourrez le voir. Parce que la rediff de toute façon sera mise sur YouTube, sur ma chaîne de rediffusion qui s'appelle Tout ce qu'on prend replay, que je vous laisserai découvrir si vous avez envie de
voir cette rediffusion sur YouTube, pardon, ou si vous-même vous voulez voir d'autres sujets qui sont en lien ou pas d'ailleurs avec la biologie, parce qu'on a traité vraiment beaucoup de sujets sur cette chaîne-là. Donc voilà, je vois qu'il y a Flatbed Poker qui insiste pour une question sur les télomères et le vieillissement, mais je sais pas si tu veux en parler parce que c'est pas... On peut en parler. Alors, vas-y. Alors, les télomères, juste pour expliquer, notre information génétique dans nos cellules, elle est regroupée en chromosomes, donc c'est simplement des paquets d'ADN. Et ce qui est super important, c'est qu'il faut que les paquets d'ADN soient bien fermés au bout, et donc on a des capuchons qui s'appellent les télomères. Et donc le truc, c'est que ces capuchons, s'ils s'enlèvent, l'ADN part dans tous les sens. D'accord. Donc c'est super important de les avoir, ils sont très très essentiels. Et ce qui se passe, c'est qu'au cours de notre vie, les télomères raccourcissent. Donc ces capuchons se raccourcissent de plus en plus. Et lorsque ces capuchons sont trop courts, en fait, ça entraîne des altérations de l'ADN et ça peut causer des cancers. Et c'est aussi un des paramètres qu'il y a dans le vieillissement. Donc souvent, on caractérise le vieillissement par notamment ce raccourcissement des télomères. Ok, et ça joue voilà, aussi... de façon résumée, très très... Ah ouais, non, mais t'as trop bien pitché les télomères, c'est incroyable. La biologie du vieillissement, c'est super intéressant. On pense d'abord à toutes les questions des personnes âgées, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça parle de régénération, ça parle de beaucoup de maladies, ça parle des cancers évidemment, ça parle de quel est l'intérêt biologique du vieillissement, pourquoi est-ce que évolutivement ça existe dans toutes les espèces. Enfin, il y a plein de choses. C'est pas le sujet de ma thèse, mais c'est des sujets qui sont super intéressants. Ouais, c'est sur le vieillissement, ça passionne aussi. Peut-être que j'inviterai quelqu'un un jour qui parlera de vieillissement. Mais c'est vrai que cette histoire de télomère, c'est pas la première fois que j'en entends parler. C'est un sujet qui revient assez souvent dans différentes problématiques qu'on a en bio. Donc voilà. Ce type a l'air d'expliquer quelque chose. Mais oui, c'est incroyable. Direct, on t'a appris à pitcher, non? Ou t'as suivi des cours de communication? Je suis curieux un peu. T'as eu des formations? J'ai fait du théâtre. Mais j'ai pas fait de. Après, c'est parce que j'ai l'habitude de le faire auprès de mon entourage, de mes amis, donc à force, ça vient. Tu as déjà participé à Pint of Science peut-être ou Non, mais je voulais le faire. Il y a eu le Covid. Oui. Mais c'est une bonne idée. Faudrait que tu participes. Surtout que cette année, je pense que je sais pas si c'est en mai normalement. Enfin, ça dépend les zones géographiques, je crois. Mais il me semble que c'est plutôt en période. D'accord. Vers mai, mais du coup ils vont a priori ils devraient pouvoir le faire en présentiel sauf si crise sanitaire rechute tout ça bref on verra. En tout cas merci beaucoup Gaël, merci et bravo, félicitations pour cet échange très instructif, très intéressant, très bien vulgarisé. Moi comme encore une fois j'avais les pieds sous la table, j'avais rien besoin de faire de spécial, je me suis assis et je t'ai écouté, donc c'était vraiment agréable pour moi en tant qu'animateur. Je vais te laisser Gaël, le mot de la fin. C'est ça y est, je l'ai surpris, tous mes invités sont surpris à chaque fois. Le mot de la fin en gros c'est la petite phrase, le take-home message. Toi qui es dans la communication. Le take-home message. Voilà, en attendant que je trouve quelqu'un à les raider, comme ça je te laisse conclure. Conclure le message que tu veux faire passer avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que je peux faire passer? Non, alors, en vrai, un message peut-être très général, que c'est important de s'informer, d'être au courant de ce qui se passe en science, parce que souvent on dit ouais, on parle de la recherche est nulle, ça sert à rien, les chercheurs ils cherchent mais ils trouvent rien, etc. Mais ça prend du temps, ça donne de l'argent, et après en fait, c'est compliqué. La biologie, c'est compliqué. La science, c'est compliqué. Et on a tous un rôle à jouer. Et il y a les chercheurs qui sont là, mais chacun on peut tous jouer un rôle. Et un de nos rôles à tous, c'est d'apprendre comment fonctionne le monde autour de nous. Et c'est pour ça que je pense que ce que tu fais et ce que vous faites tous sur Twitch en tant que vulgarisateur, c'est super intéressant. Et c'est super important. Donc vous étiez tous là ce soir pour écouter ce qu'on avait à raconter. Et j'espère que vous continuerez parce que il faut être curieux et c'est super utile. Et en plus, on passe des bons moments. Voilà, donc continuez à écouter ces balances de science. Merci beaucoup, ça c'est trop chou comme message. Le love est tout autour de toi et ça se ressent. S'il vous plaît, des cœurs dans le chat pour Gaël, évidemment, pour ce discours incroyablement doué de plein d'émotions. Mais n'hésitez pas à mettre les cœurs, les tous love dans le chat. Il est corporate un petit peu, ouais, c'est fou. Merci beaucoup, merci. Et tu vois, je vais rester sur cette thématique du love parce que justement j'ai trouvé
la streameuse chez qui aller pour la suite de cette soirée, qui est un peu la streameuse de l'amour, parce qu'elle répand le love autour d'elle, elle n'hésite pas à aller voir des fois, envoyer sa communauté chez d'autres streamers pour les soutenir, les encourager, et on l'a jamais raidée, cette streameuse. Elle était venue une fois, enfin sur ma chaîne, elle avait envoyé sa communauté sur ma chaîne pour me soutenir, et c'était un moment formidable avec plein d'amour et plein de soutien. Je parle de Tiboudou Boudou. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit raid là-bas parce que on va rester sur la thématique du love, parce que c'est ce qui importe finalement, c'est l'amour. L'amour, n'est-ce pas la chose la plus merveilleuse de la vie? Qu'est-ce que t'en penses, mon très cher Gaël? Tandis que je vais lancer le raid via mon dashboard. Petite conclusion, merci beaucoup Gaël, merci également à vous le chat d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. C'est aussi grâce au chat qu'on a pu avoir cette émission, grâce à toutes vos questions. Vous avez été aussi des animateurs de ce stream, puisque vous avez permis au stream d'avoir de l'animation via vos questions, et j'espère que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas totalement, n'hésitez pas à suivre Gaël sur les réseaux et à rentrer en contact avec lui. Merci également à la modération, je remercie Germain Elvis d'avoir été là en particulier pour assurer l'animation et la communication sur le chat. Je vous envoie chez l'ami Tiboudou Boudou. Quand vous arrivez là-bas, vous lui dites j'ai tout compris, parce que c'est le message de raid habituel sur cette chaîne, j'ai tout compris, vous avez tout compris, et je pense qu'on a tout compris, surtout avec Gaël ce soir. Sinon, on se donne rendez-vous peut-être lundi seulement, lundi prochain, parce que cette semaine, je suis encore très chargé. Il y a peut-être un stream Dr Stone mercredi, mais c'est pas sûr, et je pense vraiment pas le faire, parce que il faut que je prépare le stream lundi de la semaine prochaine, qui sera un hot tub scientifique. Bref, je vais être dans une piscine d'intérieur à parler de l'eau. J'ai pas envie, je pense que vous avez pas envie de voir ça, moi non plus, mais je suis obligé de répondre, d'honorer mon gage finalement, donc je vais faire ça. Bref, des préparations en cours. On se donne rendez-vous lundi prochain pour le hot tub scientifique, peut-être le premier et le dernier de l'histoire de Twitch, mais bon, au moins ça aurait été fait. Merci beaucoup Gaël encore une fois. Je te souhaite une excellente soirée, et quand tu veux, tu reviens sur la chaîne, parce que franchement, c'était juste trop bien, quoi. Allez, des bisous, à très bientôt le chat, des bisous à tous, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Ciao, bye bye. Faut dire au revoir là. Au revoir. Tchou. Au revoir.